on est parti pour, je sais pas, 2 heures, c'est ça, hein, pour parler de cette terre archéenne. Donc, pour ce cours, il y a un prérequis. Vous connaissez tous ça par cœur? J'espère. Non, je déconne, évidemment. On va utiliser une échelle stratigraphique qui est beaucoup plus simple, qui est basée sur 4 périodes de temps, à savoir donc l'Adéen, l'Archéen, le Protérozoïque et le Phanérozoïque. Sachant que voilà, tout ce qui est Adéen, Archéen, Protérozoïque, vous l'avez peut-être appris à la maternelle comme étant le Précambrien. Alors en fait, il y a des âges qui sont marqués ici, et chacun correspond à quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire de la planète. Évidemment, ça, c'est l'âge de la création de la planète. On verra demain ce qu'on peut penser de cet âge, quelle est sa signification. Et puis il y a un autre âge ici qui marque la fin de l'Adéen, qui est 4 milliards d'années. 4 milliards d'années, c'est l'âge des roches les plus anciennes que l'on connaisse. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas de roches plus vieilles que 4 milliards d'années. C'est-à-dire que, pas demain, mercredi, quand je vous parlerai de l'Adéen, eh bien, on parlera d'une période pour laquelle on n'a pas de roches. C'est-à-dire pour laquelle on fait quand même un certain nombre d'hypothèses et un certain nombre de spéculations. Donc voilà, 4 milliards d'années, les roches les plus anciennes. Ensuite, on a une période qui est l'Archéen, qui va jusqu'à 2,5 milliards d'années. 2,5, c'est quoi? C'est le moment où la Terre a commencé à fonctionner, je dirais, de façon moderne. C'est-à-dire où on commence à avoir une tectonique des plaques qui est à peu près semblable à la tectonique des plaques actuelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de tectonique des plaques avant, mais la Terre commence à fonctionner de façon moderne. Et vous verrez que souvent, par abus de langage, quand je parle de la Terre moderne, souvent c'est à partir de 2,5 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le cours va être consacré à cette période-là, pour laquelle on a pas mal de roches. Ensuite, vous avez le Protérozoïque, qui s'arrête à 500 millions d'années. 500 millions d'années, c'est l'explosion cambrienne, hein, où les êtres vivants, avec des coquilles, des carapaces, etc., ont commencé à envahir les océans, puis ensuite les continents. Et puis 0 million d'années, c'est aujourd'hui. Donc voilà, on va se contenter, nous, de cette échelle stratigraphique, avec des marqueurs ici, qui sont des marqueurs importants. Alors, je vais faire quelque chose qui n'est pas nécessairement très bien, parce que je vais essayer de vous rappeler quel était l'état de la Terre à 4 milliards d'années. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'Adéen. En gros, ce dont je vous parlerai plus tard, mercredi. Donc, voilà, 4, 5, 6, 8, c'est le début de condensation du nuage protosolaire, c'est le début de formation de la planète. Le noyau métallique et le manteau silicaté se sont séparés très vite, en 30 millions d'années à peu près, l'affaire était réglée. Donc on avait d'un côté un noyau, d'un côté un manteau. On ne sait pas exactement quand le champ magnétique est apparu, mais on pense que le champ magnétique est apparu assez vite. Donc ça veut dire, champ magnétique, ça veut dire protection contre le vent solaire, etc. Très tôt aussi, entre 4,55 et 4,4, il y avait ce qu'on appelle un océan magmatique. C'est-à-dire que la partie externe de la planète était fondue. Et cette histoire de l'océan magmatique est définie à 4,4 milliards d'années. On connaît la croûte continentale à 4,4 milliards d'années. Alors vous voyez que si on regarde les différentes carapaces, les différentes enveloppes de la planète, elles ne sont pas toutes formées à la même vitesse, avec la même dynamique. Si on prend le noyau métallique et le manteau silicaté, ça s'est fait en 30 millions d'années. La croûte continentale, ça a commencé à 4,4 milliards d'années et ça continue encore aujourd'hui. Donc on n'a pas les vitesses, les temps caractéristiques de formation des différentes, ou de différenciation des différentes enveloppes ne sont pas du tout les mêmes. Il existait de l'eau liquide dès 4,4 milliards d'années. On avait une atmosphère riche en CO2 qui permettait d'avoir un effet de serre et d'empêcher que la température soit en dessous de zéro. Et puis on avait un bombardement météoritique qui est demeuré relativement faible, à peine supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est en gros le plan du cours que je vous ferai mercredi. Et voilà l'état dans lequel on va prendre la Terre au début de l'Archéen. Donc voilà l'idée que les gens ont de cette Terre à la fin de l'Adéen et au début de l'Archéen. Alors, si vous avez envie de voir des vieux cailloux, il y a plusieurs possibilités de choix de billets d'avion.
C'est-à-dire que si vous voulez trouver un endroit où vous avez envie de crapahuter pendant plusieurs jours, eh bien, il faut aller faire un tour au Groenland, dans le sud-est du Groenland, voir des roches qui sont les gneiss Amitsok, ici, qui sont des roches plutoniques, c'est d'anciens granites, si vous voulez, hein, et qui ont un âge de 3,82 milliards d'années. Donc, il se situe ici, hein, sur la côte sud-ouest du Groenland. Et voilà à quoi ça ressemble. Ce n'est pas excessivement joli. Ce sont des gneiss de couleur grise avec une foliation qui est bien marquée. Et puis ici, on voit des granites qui recouvrent l'ensemble. Si maintenant vous voulez passer un petit peu plus vite sur des formations, vous avez de quoi vous balader même pas une journée, eh bien c'est toujours des gneiss, les gneiss d'Issoua, au Groenland, dans le même endroit, mais qui sont un peu plus vieux. Vous voyez, on est à 865 milliards d'années. Et ce sont des roches, alors j'ai mis roches sédimentaires, c'est pas tout à fait vrai, c'est ce qu'on appelle des roches supracrustales, c'est-à-dire des roches qui se sont mises en place à la surface. Ça peut être des roches sédimentaires, donc qui se mettent en place à la surface de la Terre, mais ça peut être des roches volcaniques, qui se mettent en place aussi à la surface. Donc voilà, par exemple ici, de ces roches sédimentaires, on voit bien le rubannement sédimentaire sont des quartzites. Voilà. Et puis enfin, si vous voulez des choses que vous allez voir beaucoup plus rapidement, eh bien vous avez les gneiss d'Akasta au Canada, qui ont un âge de 4 milliards d'années, 4,03 pour être précis, et qui sont une espèce de grande enclave de roches plutoniques. Les roches plutoniques sont des roches qui ont cristallisé en profondeur dans la croûte continentale. Alors, Akasta se situe dans les territoires du nord-ouest, ici, au Canada. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est tout petit. Hein. Les gneiss d'Akasta vont affleurer ici, là, sur cette île, celle-ci, un petit peu ici sur les bords, et puis c'est tout. Donc c'est pas, vous n'avez pas pour des journées à vous balader là-dessus. Hein. Ce sont des petits affleurements. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une magnifique plage ici, et on devine une petite baraque là. Voilà la baraque pour les géologues avec une superbe pancarte disant que ça a été fondé il y a 4 milliards d'années. Alors ces roches, elles sont intéressantes, pourquoi ? D'abord, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici les gneiss ces fameux gneiss d'Akasta, qui sont recoupés par une roche qu'on appelle une pegmatite, qui est datée à 3,6 milliards d'années. Ces gneiss d'Akasta, donc voilà, une vue de détail. Je vous en montrerai des échantillons si vous êtes intéressés. Donc voilà ici, ces gneiss d'Akasta avec une foliation qui est très bien marquée. Et voilà, un zircon, un cristal de zircon, extrait de ces gneiss, et qui donne des âges qui sont tous autour de 4 milliards d'années, le plus ancien étant 4,036 milliards d'années. Mais vous avez 4,028, 4,029, etc. Donc voilà, ça c'est l'âge de la roche. Ce qui est amusant et ce qui est intéressant, c'est cet échantillon, enfin ici, hein, il est sur le bord du lac, vous voyez qu'il y a un petit bout qui a été cassé. Ça, c'est pas un scoop, voilà. Et dans ce petit bout, on a extrait des cristaux de zircon. Ce petit bout est un petit peu plus jeune. Vous voyez, on est à 3,9 milliards d'années. 3,9, 3,893, ici, pour la périphérie. Mais vous voyez peut-être qu'ici, dans la partie centrale, on a une zone qui est plus grise. C'est en fait un cœur hérité, c'est-à-dire un cœur plus ancien. Et quand on a daté ce cœur, on a obtenu un âge de 4,2 milliards d'années. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gneiss d'Akasta sont bien les roches les plus anciennes que l'on connaisse, mais qu'elles portent, le cœur des cristaux de zircon porte le témoignage de roches plus anciennes, de 200 millions d'années. C'est-à-dire de roches qui sont des roches ADN. Et probablement que ces roches ADN étaient des granites, puisque les zircons cristallisent essentiellement dans du granit. Donc ces roches, on ne les connaît pas, elles ont disparu. Elles ont été refondues, etc. Il y a juste des cœurs de zircon arrondis qui ont été préservés. Mais voilà, ces Akasta nous indiquent que ce sont premièrement les plus vieilles roches connues, mais en plus ça porte le témoignage d'une histoire antérieure à l'ADN. Ça témoigne de l'existence d'une croûte continentale à l'ADN. Bien. Maintenant revenons au problème de l'Archéen. Je vous ai mis ici un diagramme qui reporte le pourcentage de croûte continentale, l'évaluation du pourcentage de croûte continentale en fonction du temps. Alors vous voyez, il y a des modèles qui sont des modèles qui peuvent être assez différents les uns des autres. Qu'est-ce qui va nous intéresser là-dessus? Ce qui va nous intéresser, c'est qu'à la fin de l'Archéen, à 2,5 milliards d'années, à peu près quel que soit le modèle,
on voit qu'entre les 2/3 et les 3/4 de la côte continentale ont été fabriqués. C'est-à-dire que entre 4 et 2,5 milliards d'années, entre les 2/3 et les 3/4 de la côte continentale ont été extraits du manteau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette période archéenne est une période d'intense croissance crustale. Puisque, en gros, la première moitié de la Terre a vu se fabriquer entre les 2/3 et les 3/4 de la côte continentale, et la deuxième moitié de l'histoire de la Terre n'a vu se former qu'entre 1/3 et 1/4. Donc, l'archéen, c'est une période de formation de côte continentale extrêmement importante en volume. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, où est-ce qu'on va trouver les terrains archéens? On en trouve partout. Donc c'est ce qui figure ici en rouge. Et puis, j'ai mis ici en jaune les terrains archéens qui sont recouverts par des terrains plus récents, un peu comme, je ne sais pas, vous avez la chaîne hercynienne sous le bassin de Paris. Hein. Donc vous avez quelques kilomètres de roches autres, plus jeunes, et en dessous, vous avez les terrains archéens. Là, on voit qu'il y en a partout dans le monde et que ça forme ce qu'on appelle des boucliers ou des cratons, c'est-à-dire des grandes masses. Et la plus proche de chez nous, c'est le bouclier baltique ou ukrainien ici, mais vous en avez en Sibérie, vous en avez en Chine et en Corée, vous en avez en Inde, en Australie, en Antarctique, en Afrique du Sud, au Congo, en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Et si je voulais être très rigoureux, il y a des petits lambeaux dans le nord de l'Écosse ici. Ces petits lambeaux dans le nord de l'Écosse étaient liés en fait au Groenland avant l'ouverture de l'Atlantique. Mais c'est des tout petits lambeaux, c'est pas vraiment spectaculaire. Donc, actuellement encore, ces terrains archéens couvrent des surfaces qui sont extrêmement importantes. Alors si maintenant, on va essayer d'aller un peu plus dans le détail, de regarder à quoi ça ressemble sur le terrain, d'abord en regardant quelques cartes. Donc ça, c'est pas une carte, c'est une photo de satellite de l'Australie. Et on va s'intéresser à une région ici qui s'appelle Pilbara, qui est dans les territoires du nord-ouest. Ici. Donc voilà ici un agrandissement, donc vous avez l'échelle à peu près 200 km. Et qu'est-ce que l'on voit? On a la mer ici, on a la côte, on a Port Hedland qui doit être quelque part ici. Et puis on a ce craton de Pilbara dans lequel on voit globalement des roches jaunâtres et des roches noires ou gris verdâtres. Alors on va commencer par éliminer tout ce qui n'est pas archéen. Donc voilà les terrains archéens. Et dans ces terrains archéens, on va retrouver, ici en jaune, ce qu'on appelle des gneiss gris, c'est-à-dire des roches qui sont d'anciens granites, mais qui ont été déformés, métamorphisés. Et voilà ici donc des grands massifs de gneiss gris. On va trouver aussi en marron des formations sédimentaires et en vert des formations à dominante volcanique. C'est ce qu'on appelle les ceintures de roches vertes. Alors on verra tout à l'heure que c'est pas un mensonge, que ces cailloux, quand on les regarde, ils ont vraiment une couleur verte. Et ceintures, pourquoi? Parce qu'ils prennent souvent des formes allongées, comme ça. Voilà, ici, ça a des formes allongées. Donc on appelle ça des ceintures de roches vertes. Et puis enfin, on a des granites plus récents qui recoupent l'ensemble. Donc si je résume, pour cette partie de l'Australie, on a les plus grandes surfaces qui sont occupées par des gneiss, ici en jaune, des ceintures de roches vertes en vert et des granites qui recoupent l'ensemble. Si maintenant on se déplace, qu'on va faire un petit tour en Inde, donc on va regarder cette région ici du sud de l'Inde, dans les États du Karnataka et Andhra Pradesh. Vous avez les trappes du Décan ici, le bassin de Kudapa, vous voyez, on est vraiment dans la pointe sud de l'Inde. Et qu'est-ce que l'on voit? Donc voilà ici la pointe sud de l'Inde, vous avez Bangalore, ici peut-être Madras, ça vous dit quelque chose, Mangalore ici. Et tout ce qui est, donc les trappes du Décan, le bassin de Kudapa qui est plus récent, et tout ce qui est en jaune, ce sont des gneiss anciens, dans des granites qui ont été transformés en gneiss. On a, reposant là-dessus, des ceintures de roches vertes, et puis on a, recoupant l'ensemble, des granites. Avec un fameux granit dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le granit de Closmet, ici, qui fait 20 km de large et qui en fait 400 de long, et encore on ne sait pas où il s'arrête, puisqu'il est recouvert par les trappes du Décan. Donc c'est un volume de magma absolument gigantesque, ce granit de Closmet. Mais on retrouve la même chose qu'en Australie. Un socle de gneiss, des ceintures de roches vertes, et des granites tardifs qui recoupent l'ensemble. Vous avez aimé? On va refaire un petit peu. Ici, dans le craton du Kalahari, en Afrique du Sud, ce grand craton du Kalahari contient une petite partie qui s'appelle le craton du Cap-Val, ici. Donc là, c'est la pointe de l'Afrique du Sud. Vous avez Cape Town, Port Elizabeth,
d'Urban ici, et Johannesburg qui est quelque part par là. Et on va aller regarder ce qui se passe ici, autour de cette région qui s'appelle la région de Barberton. Ici, ben voilà. Oui. Et voilà ici Barberton. En jaune, on a on est ici en Afrique du Sud, et ici on est au Swaziland, au royaume du Swaziland. Donc en jaune, vous avez un socle gnésique, et en vert, et marron et jaune, je ne sais pas quoi, citron peut-être, vous avez la ceinture de roche verte, et puis vous avez ici encore des granites qui recoupent l'ensemble. Donc on retrouve ces trois termes. Alors comme je suis un peu lourd et que j'ai envie vraiment d'assister, je vous représente la même chose. Ici, dans le bouclier baltique, vous avez la Finlande ici, la Russie ici, c'est dans cette partie du bouclier baltique. Ici au Canada, ici au Groenland, mais on retrouve partout ces trois ensembles, c'est-à-dire un socle granitognésique en jaune, des ceintures de roche verte en vert et des granites tardifs qui recoupent l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une certaine homogénéité entre tous ces terrains archéens pris partout dans le monde. Eh bien, on va retrouver les mêmes constituants. Donc c'est pas quelque chose qui est fait au hasard, il va falloir expliquer un peu pourquoi. En tout cas, partout dans le monde, on retrouve ces trois constituants. Et donc ces trois constituants, c'est essentiellement, je vous ai mis ici les pourcentages de volume du socle granitognésique, donc ce qui est jaune. Ensuite, des petites quantités de ceintures de roche verte. Alors vous allez me dire non, si on regarde cette carte-là, c'est pas vrai. Si on regarde la carte, il y a beaucoup plus de vert que 5 à 10%. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les ceintures de roche verte, ce sont des sédiments ou des roches volcaniques déposées en surface. Donc vous en avez 2-3 km et vous avez en dessous 40 km de gneiss. Donc si on se ramène en volume, eh bien, on a énormément de gneiss comme ça du socle. Et puis enfin, on a des granites tardifs qui recoupent l'ensemble. Donc voilà, il y a des gens qui ont parlé de trilogie archéenne. Enfin voilà les trois grands ensembles que l'on rencontre dans les terrains archéens. Voilà ici les gneiss d'Acasta. Donc au Canada, 4 milliards d'années, où on voit bien des gneiss gris, rubanés, avec des injections de granit blanc qui recoupent cet ensemble. Si on va au Groenland, à Mitsok, eh bien, voilà ici ces gneiss gris, rubanés, et puis des veines de granit qui recoupent l'ensemble. Et puis, j'oubliais, pardon, ici, une veine de basalte, de roche basique, un filon. En Afrique du Sud, on a le vieux complexe gnésique à 3,6 milliards d'années. Ben, c'est pareil. Des gneiss gris, rubanés et des granites qui recoupent. Alors, je vous avais prévenu, je suis un peu lourd. Les gneiss de chaux en Australie, 3,4 milliards d'années. Toujours pareil, ce même genre de gneiss. En Inde, même chose, des gneiss gris, des granites qui recoupent, quelques roches basiques. Même chose au Brésil. Et puis quelquefois dans les terrains récents, on est ici 2,9 milliards d'années, eh bien des choses qui peuvent être plus homogènes. Alors si je vous ai montré tout ça, ça a un but. C'est pas pour faire l'intéressant en disant je vais faire des photos à droite, à gauche. En plus, il y en a que j'ai piqué sur Internet. C'est en fait pour essayer de vous convaincre du fait que ces terrains, ces gneiss, où que vous alliez dans le monde, ils ont la même composition, ils ont la même allure. Et que donc, ce qu'on va essayer de s'amuser à faire tout à l'heure, c'est de comprendre comment ils se sont fabriqués, quels sont les mécanismes qui ont pu engendrer ces matériaux. Et quand on va chercher un mécanisme, il va falloir qu'on trouve un mécanisme extrêmement robuste, pas un mécanisme qui marche sous les 36 du mois, mais un mécanisme qui permette d'obtenir strictement les mêmes roches partout dans le monde, et ça sur plus de 1,5 milliard d'années. Donc il va falloir qu'on trouve un mécanisme robuste, et comme je vous disais, pas un truc tiré par les cheveux qui marche une fois sur 10 seulement. En revanche, c'est effectivement un peu monotone, hein, ces gneiss gris. Tout à l'heure, je faisais l'agence de voyage. Si vous avez pris un billet d'avion, je ne sais pas, moi, pour le Brésil, c'est pas la peine d'en prendre un pour aller faire un tour en Australie. Ça vaut pas le coup, c'est la même chose. En revanche, il y a beaucoup plus de variétés dans les ceintures de roche verte. Les ceintures de roche verte se mettent en place en surface. Et on va trouver, par exemple, ici, vous avez peut-être reconnu, des laves en coussin. Particulièrement bien conservées, hein, ça a quand même 3,4 milliards d'années, c'est bien conservé pour un pilolava. Et, alors que je revienne, ce pilolava, on voit même le pédoncule à la base, cette forme bombée au sommet, on peut dire même que le sommet de la série est situé par là. Bon, ces figures sont très très bien conservées. Simplement, ces pilolavas, ces laves en coussin,
ne sont pas des basaltes, mais des comatites, c'est-à-dire des laves ultra basiques. Et ça, on ne connaît plus de laves ultra basiques actuellement. Et dans ces laves ultra basiques, dont je parlerai en détail un peu plus tard, on va retrouver des cristaux d'olivine sous forme de baguettes, ici, qui correspondent à une texture qu'on appelle la texture spinifex. On va trouver aussi des laves basiques, donc là c'était des laves ultra basiques, on va trouver des laves basiques comme des basaltes. Vous serez d'accord que ça a quand même une petite couleur verte? Non? Ouais, ça va. C'est pour ça qu'on appelle ça les roches vertes. En fait, c'est des roches qui ont subi un métamorphisme, des basaltes qui ont subi un métamorphisme, ce qui fait apparaître des minéraux comme de l'épidote, de la chlorite, de l'actinate, qui sont des minéraux verts, et ça donne la couleur verte à la roche. Vous reconnaissez dans ces basaltes encore des laves en coussin. Voilà ici d'autres laves en coussin un peu plus vieilles qui viennent d'Isua, au Groenland. Et puis, dans ces séries de laves, on rencontre beaucoup plus rarement, donc les laves dominantes, ce sont les laves ultra basiques et basiques. Alors, je n'ai pas de très bonnes photos, mais on va rencontrer des laves beaucoup plus différenciées, qui sont des dacites et des rhyolites. Donc, on a un magmatisme qui est essentiellement basique et ultra basique, et très peu de lave acide ou intermédiaire. À côté des laves, on va rencontrer des sédiments. Donc ici, je vous ai mis des sédiments détritiques relativement fins. Ce sont des gros wacs, des métagros wacs. On va pouvoir rencontrer des conglomérats, comme ici, en Afrique du Sud. On va pouvoir rencontrer des grains. Et vous voyez que ces grains, qui ont quand même 3,1 milliards d'années, ont conservé des traces de figures sédimentaires. Ici, les figures sédimentaires sont des stratifications entrecroisées, liées à des rythmes de marée, on verra ça tout à l'heure. Donc on peut préserver des figures sédimentaires très finement dans ces terrains anciens. Des rites de plage, des fonds de dessiccation, donc là on trouve plein de choses dans ces matériaux. Ces fonds de dessiccation sont importantes puisqu'elles montrent qu'il y avait des continents émergés, puisqu'il y avait des dessiccations. Et puis, on va rencontrer quelque chose qui est assez spécifique de l'Archéen et du Protérozoïque inférieur. Ce sont des formations ferrifères rubanées, qu'on appelle BIF, pour Bonded Iron Formation, et qui sont constituées de silice, ici, qui s'est déposé chimiquement, qui a précipité, et puis de fer, qui peut être soit sous forme d'oxyde, comme vous le voyez là, soit dans d'autres, sous forme de carbonate de fer. Ce sont des formations qu'on ne connaît qu'à l'Archéen et au Protérozoïque inférieur. Voilà ici d'autres formations de BIF qui ont été déformées, qui sont redressées en Inde. Et vous savez qu'actuellement, l'essentiel du fer qui est utilisé, qui est produit dans le monde, l'est à partir de BIF archéennes. Ah oui, j'ai mis celle-là que je trouvais jolie aussi, qui vient de Goping Gap en Australie. On a alternance donc de bancs riches en fer et de bancs siliceux. Et puis, dernier exemple, qui vient d'Isua, au Groenland. Donc ça, on rediscutera l'origine de ces matériaux et surtout ce que ça nous apprend sur la Terre primitive, sur l'environnement de la Terre primitive. Quelque chose aussi qui est très abondant dans les terrains archéens, ce sont des schertes. C'est-à-dire c'est de la silice qui a précipité. Donc vous avez ici des schertes qui viennent de Barberton, qui sont très riches en matière organique, ils sont noirs. Et donc il y a des chercheurs qui ont trouvé des traces à l'intérieur qui ont de bonnes chances d'être des traces de vie, d'être des cellules. Voilà ici ces schertes à Marble Bar en Australie, donc qui forment des reliefs relativement importants. Vous voyez ici que les schertes, ce n'est pas une chose qui se fait tranquillement. Il peut y avoir, ça peut se faire dans des milieux qui sont turbulents, dans lesquels on va casser les schertes et puis redéposer d'autres schertes. Et voilà une vue de North Pole en Australie, où tout ce que vous voyez là, ce sont ces schertes. Alors, tout ce qui fait un peu relief. Alors, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que dans cette période archéenne, les schertes sont énormément plus abondants qu'ils ne sont aujourd'hui ou qu'ils le sont au Protérozoïque. Il y a beaucoup plus de schertes qu'il n'y en a actuellement. Bon, je ne vais pas résister à l'envie de vous mettre des photos de stromatolites qu'on trouve aussi dans ces ceintures de roches vertes, les stromatolites à North Pole en Australie qui ont 3,4 milliards d'années, ou bien ici les stromatolites à Tumbiana à 2,7 qui sont absolument magnifiques.
Donc vous voyez, il y a beaucoup plus de variété dans les ceintures de roches vertes. Autant les gneiss gris du socle, c'était monotone, autant là, il y a de la variété. On va retomber dans une certaine monotonie avec ces roches, ces granites tardifs, ces plutons tardifs. Vous voyez ici ces roches, donc qui forment des filons qui recoupent les ceintures de roches vertes. Donc c'est vraiment quelque chose de plus récent. Et vous voyez que ce sont des roches sombres avec des grands cristaux de feldspath potassique. Alors je ne sais pas si vous avez entendu le nom de sanukitoïdes. Alors, bon, pour ceux qui le connaissent, ce sont des sanukitoïdes. Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut vivre sans. Donc voilà. Malgré tout, ce sont des espèces de granites, mais des granites très sombres, dans lesquelles on a beaucoup d'amphiboles et de mica et du feldspath potassique. Donc ça vient de Finlande. Voilà ici le fameux granit de Clospeth dont je vous parlais en Inde. Vous voyez que c'est une roche très sombre avec des phénocristaux de feldspath potassique. Et puis, voilà ici un autre de ces granites qui vient de la ceinture de Limpopo, donc entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, où vous retrouvez cette roche sombre avec des phénocristaux de feldspath potassique. Ces sanukitoïdes, ces roches-là, elles ont comme particularité de se mettre en place à la limite archéen-protérozoïque. Elles sont extrêmement abondantes dans cette limite archéen-protérozoïque et ce sont des roches, un petit peu des termes intermédiaires entre les roches archéennes et les roches modernes. Bien. Alors, quand on va s'intéresser à cette terre archéenne, quand on va essayer d'expliquer maintenant la formation de ces différents types de roches, on va d'abord se poser la question de l'énergie qui a permis la fabrication de ces roches. Et en fait, il y a deux sources d'énergie. Il y a une énergie interne, qui provient donc de l'intérieur de la Terre, et puis une source externe, extraterrestre, qui est l'énergie du Soleil. Si on les compare, il n'y a pas tellement photo, c'est-à-dire que le flux de chaleur, j'ai mis interne, ça devrait être flux de chaleur tout court, pour la source d'énergie externe, il est de 174 pétawatts, alors qu'il n'est que de 42 térawatts pour l'énergie interne. Alors vous me direz, l'énergie interne n'est pas ridicule, il n'empêche que tous les séismes, toutes les chaînes de montagnes, tous les volcans, c'est ça. Hein. Mais l'énergie solaire qui arrive à la surface est absolument considérable et l'énergie interne est négligeable comparée à ça. Donc le mode de propagation de l'énergie externe, c'est par rayonnement. Le mode de propagation de l'énergie interne, c'est essentiellement la convection et un peu la conduction. Et le milieu de transmission, c'est transparent pour l'énergie solaire. Dans les solides pour l'énergie interne, ce qui fait que les sources d'énergie externes n'ont absolument aucune influence sur la dynamique interne de la planète. Elles vont avoir de l'influence sur les enveloppes externes, sur l'atmosphère, sur l'hydrosphère, mais ne vont pas avoir d'influence sur la dynamique interne. En revanche, la chaleur interne va totalement contrôler toute la dynamique, la tectonique des plaques, etc. Alors je vous ai dit tout à l'heure que je vous ai parlé un petit peu je vous ai montré des comatites, des photos de comatites. On va essayer de voir ce que nous apprennent ces comatites. Alors ces comatites, on les rencontre. D'où vient ce nom? Eh bien, il vient d'une rivière qui est plutôt sympa, hein, c'est assez joli. C'est la Komati River. Et on en trouve sur le bord de cette rivière. Donc ça paraît sympa, mais il y a quelques bestioles qui rendent qui font que c'est un peu moins sympa que ça n'en a l'air au premier abord. À quoi ressemblent ces comatites? On peut les trouver sous deux faciès différents. On va les trouver, si elles se mettent en place sous l'eau, on va les trouver sous forme de l'avant-coussin. C'est ce que vous voyez là. Et autrement, elles peuvent se mettre sous forme de coulées qui vont s'empiler les unes sur les autres. Cette photo-là vient du Canada. Et non pas de comatite. Si on prend une coulée caractéristique, voilà ici une coulée, eh bien, on va distinguer à l'intérieur différents niveaux. À la base, un niveau de cumulat. C'est un cumulat qui va être un cumulat d'olivine, par exemple. Il faut imaginer que la viscosité de ces comatites est de l'ordre de 50 pascal seconde. La viscosité d'un granit, c'est 1 million de pascal seconde. Donc c'est-à-dire que là-dedans, les cristaux d'olivine, ils vont couler comme un gravier que vous mettez dans l'eau, ils vont aller s'accumuler à la base de la coulée très facilement. Ensuite, au-dessus, vous allez trouver un niveau où on a ces olivines qui ont cristallisé en baguette, la texture qu'on appelle spinifex. Et puis dans la partie supérieure, on va trouver des brèches, comme vous trouvez des brèches au sommet des coulées de lave actuelles. C'est la même chose, mais en couleur verte. Alors, voilà ici ces spinifex, donc ce sont des cristaux d'olivine. C'est vraiment étrange de trouver ces cristaux d'olivine, vous voyez ici. Ces baguettes d'olivine, vous avez 1 cm ici, donc c'est des baguettes qui font plusieurs centimètres, mais on en connaît qui font presque 1 mètre de long.
Alors les spinifex d'abord, donc le spinifex, vous savez peut-être ce que c'est une plante qui a comme particularité d'avoir des petits cristaux de silice dans ses feuilles. Et donc les géologues qui marchent et qui n'ont pas mis des bonnes chaussettes ont les mollets complètement abîmés par ces plantes quand ils ont marché toute la journée là-dedans. Et comme les feuilles sont un petit peu entremêlées, ça leur a, quand ils ont vu ces cristaux d'olivine en baguette et entremêlés, ça leur a rappelé les plantes qui leur abîmaient les mollets. Et donc on a donné à la texture le nom de la plante spinifex. Donc voilà, ici, à nouveau j'ai quelques photos sympa de ces textures spinifex. Donc ici, vous avez ces grandes baguettes d'olivine. Et on s'aperçoit, quand on regarde les cristaux d'olivine un peu en détail, qu'ils ne sont pas bien finis. On a des textures qui sont des textures un petit peu dendritiques. On va trouver des cristaux creux. Enfin, il y a des choses, vous voyez ici, des choses très très étranges. Toutes ces figures caractérisent un refroidissement qui est un refroidissement très rapide. Et je voudrais insister sur le fait que voilà ici un basalte qui vient de l'île de la Réunion. Donc vous voyez, vous avez des cristaux d'olivine qui sont trapus. Et si je mets à côté un échantillon de comatite, vous voyez, les cristaux d'olivine peuvent faire des baguettes très allongées. Donc actuellement, dans les laves, les cristaux d'olivine vont vous donner des cristaux trapus. Et à cette époque-là, à l'Archéen, on a des cristaux en baguette. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors je vous ai vu cette photo. Cette photo, c'est tout bêtement de la glace sur un pare-brise de voiture. C'est-à-dire qu'un matin où il y a eu un bon gel, vous mettez de l'eau sur votre pare-brise, c'est pas nécessairement malin, mais vous le faites, et vous apercevez que la glace, elle va former des cristaux en baguette, parce que le refroidissement va être très rapide, et avec ces structures un peu dendritiques, vous voyez ici on a un axe principal, et puis hop, il y a des petits cristaux qui se forment comme ça. Et cette texture, c'est à peu près la même que celle qu'on observe dans les comatites, dans la texture spinifex. Et donc, on interprète les textures spinifex un petit peu comme cette glace, c'est-à-dire comme un refroidissement brutal, extrêmement brutal d'une lave. C'est-à-dire que cette lave est arrivée en surface et a été figée un petit peu comme l'eau que vous mettez sur un pare-brise quand il fait moins 10 dehors. Alors, maintenant on va essayer de parler un petit peu quand même un peu plus science. Si on prend un diagramme pression-température, on a ici la courbe solidus, c'est-à-dire qui va limiter le domaine où tout est solide en vert, du domaine où on a des cristaux et du liquide en blanc, et la courbe liquidus, qui limite ce domaine ici, du domaine où tout est intégralement liquide. J'ai aussi fait figurer là les taux de fusion du manteau, ici. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que si on prend par exemple une ride médio-océanique aujourd'hui, vous prenez, vous savez, ces chaînes de montagnes qui sont au milieu des océans, eh bien, on a des gradients de température qui vont être de ce type-là, et une température d'émission des laves aux environs de 1250 degrés. Si on va toujours dans les laves actuelles sur des points chauds, on va avoir une température d'émission qui va être de l'ordre de 1400 degrés. Eh bien, si on regarde les comatites, on a des températures qui sont de l'ordre de 1650 à 1700 degrés. Donc on a là des laves qui sont beaucoup plus chaudes que les laves actuelles. Celle que j'ai mise ici pour un point chaud, c'est vraiment un maximum. Et vous voyez, on est quand même 200 degrés au-dessus. C'est-à-dire que ces laves archéennes, ultra basiques, ont des températures de mise en place qui sont très élevées. Et ce qui fait que quand ces laves vont arriver à la surface, elles vont être complètement figées parce qu'il y a une grande différence entre leur température et la température du milieu ambiant. Vous notez aussi que la plupart des laves basiques actuelles se forment jusqu'à, disons, une trentaine de % de fusion du manteau, alors que là, on est bien au-delà de 50%, on est à 60-70% de fusion du manteau. Ce qui explique leur caractère ultra basique. Voilà un diagramme qui a été publié en 2014, c'est pas très vieux, qui reporte ici en fonction du temps, teneur en MGO des laves de points chauds. Alors, il y a une formule empirique qui, en fonction de la teneur en MGO, vous donne la température. La température, c'est égal à 1000, que multiplie 20 fois la teneur en MGO. Et donc, on peut connaissant la teneur en MGO des laves, on peut connaître la température. Et ce que l'on voit, c'est que tout ce qui est lave de point chaud, donc comatite ou point chaud actuel, sont formés à des températures entre 1600 et 1700 degrés à l'Archéen, alors qu'aujourd'hui, on est au mieux entre 1350 et 1450. Et donc, à partir de la fin de l'Archéen, il y a une chute. C'est pas vrai. J'ai les doigts trop larges en fait pour ce petit machin. Et on a une chute
ici, extrêmement importante de la température d'émission des laves. Et donc, ce que ça nous indique, c'est qu'à l'Archéen, la Terre était capable de produire des laves à très haute température, alors qu'aujourd'hui, elle n'est plus capable de le faire. Et donc, si j'essaie de résumer, les comatites, ce sont des laves ultra basiques, donc riches en magnésium, pauvres en silicium. Elles ont une densité élevée, ça vous le verrez ce soir en manipulant les échantillons, vous verrez que ça a une bonne densité. Elles correspondent à des forts taux de fusion du manteau, des températures de mise en place élevées, entre 1600 et 1700 degrés. Et alors, on s'est posé pendant longtemps leur profondeur de genèse. Il y a des gens qui disaient non, ça se forme, c'est de la fusion assez superficielle, d'autres qui disaient ça vient de très profond. Et il y a à peu près 15 ans, une équipe rennaise a découvert du diamant dans les comatites. Et donc, la présence de diamant montre que l'origine est une origine profonde. Et, chose intéressante, les comatites n'existent qu'à l'Archéen. Hein, vous avez vu sur le petit diagramme où on voit qu'il y a une chute à la fin de l'Archéen, il y a une chute des températures de ces laves. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, parce que j'avais dessiné des beaux thermomètres, je trouvais ça joli. Donc voilà, voilà, des thermomètres avec ici 1250 degrés pour une lave de riz médio-océanique, 1650 pour des comatites. Et l'idée que je voulais faire passer, c'est qu'aujourd'hui, la Terre est devenue trop froide pour fabriquer des comatites. Elle était capable de fabriquer des comatites à l'Archéen parce qu'elle était beaucoup plus chaude. Et aujourd'hui, la Terre s'est refroidie et elle n'a plus suffisamment d'énergie interne pour fabriquer ces comatites. Alors, la même chose, vue un peu différemment. Cette fois-ci, c'est un diagramme théorique de production de chaleur interne terrestre en fonction du temps. On a pris la valeur 1 pour aujourd'hui. Et on voit par exemple qu'à 4 milliards d'années, eh bien, la Terre produisait 4 fois plus de chaleur interne qu'elle n'en produit aujourd'hui. Et donc ce que l'on voit, et ce qui nous intéresse pour les comatites, c'est qu'on a une diminution de la production de chaleur interne. Et cette diminution de production de chaleur interne est enregistrée par les laves basiques et ultra basiques. C'est-à-dire que les comatites montrent qu'il y avait plus de production de chaleur interne à l'Archéen qu'il y en a aujourd'hui. Donc voilà, c'est l'idée. L'idée, elle est toute bête, hein, la Terre était vachement chaude au début et elle se refroidit. Alors, si c'est vrai ce que je vous raconte, le socle granitognésique a dû enregistrer un peu la même histoire, puisqu'il s'est mis en place à la même époque. Est-ce qu'il nous dit, est-ce que ce qu'on peut faire dire au socle granitognésique, c'est la même chose que ce que disent les comatites? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que ce socle granitognésique? En fait, c'est l'essentiel de la croûte continentale. Ce sont des matériaux qui sont gris, vous avez vu, en macro-échantillon, et qui sont un peu tristes en lame mince, parce qu'ils ont des compositions très homogènes. Ils contiennent du quartz, des feldspaths plagioclases, de la biotite et éventuellement un peu d'épidote. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des matériaux très simples. Quartz, plagioclase, biotite, quelquefois un tout petit peu d'amphibole. Bon, c'est pas très, très varié. Si on reporte la composition de ces matériaux dans un diagramme quartz, feldspath potassique, plagioclase, eh bien on s'aperçoit qu'ils tombent dans le domaine des tonalites, des roches qu'on appelle des tonalites, c'est des roches à quartz, plagioclase, et que quelques-unes contiennent un petit peu de feldspath potassique. Et globalement, ces roches sont des tonalites, éventuellement un peu de granodiorite. Si maintenant on regarde la chimie, cette fois-ci dans un diagramme anorthite, albite, orthose, donc ce sont des minéraux normatifs, donc, dont l'abondance est recalculée à partir d'une analyse chimique. Ce diagramme permet de distinguer le domaine des tonalites, des granodiorites, des trondhémites, donc qui sont riches en sodium, et des granites. Eh bien, première chose que l'on voit, voilà ici, les points. Alors ça ne vous paraît pas, mais il y a plus de 1300 points. Et comme ils sont tous les uns sur les autres, on ne voit pas. S'il y a 1300 points qui viennent d'un peu partout dans le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est effectivement très homogène. L'impression qu'on avait en regardant les roches, que ce soit en lame mince ou en macro-échantillon, dire bon, partout, c'est partout la même chose, c'est confirmé ici par le fait que toutes les analyses se mettent en place, tous les points se mettent en place les uns sur les autres. Ça veut dire que c'est quelque chose de très homogène. Deuxième point, ces roches se mettent en place sur les domaines des tonalites, des trondhémites et des granodiorites, on est presque au point triple là, et les géologues qui sont de nature particulièrement paresseux préfèrent les acronymes, et on parle donc de TTG pour ces roches, je ne vais pas y arriver, donc TTG pour trondhémite, tonalite, granodiorite.
Donc maintenant, je vais parler de TTG, parce que moi aussi, étant géologue, je suis paresseux. Autre information apportée par ce diagramme, c'est le petit domaine en gris que vous voyez là. Ce petit domaine en gris, c'est la composition de la croûte continentale moderne. C'est la croûte continentale qui se forme depuis le Protérozoïque. Eh bien, qu'est-ce que l'on voit? C'est que la croûte continentale moderne, elle a une composition de granodiorite à granit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une composition de TTG. Et donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que la composition de la croûte archéenne et de la croûte continentale moderne sont différentes. Et ça veut donc dire que, ou bien les sources de ces croûtes ont changé au cours du temps, ou bien les mécanismes ont changé au cours du temps. Les mécanismes de genèse ont changé au cours du temps. En tout cas, les TTG archéennes ne se sont pas formés à partir de la même source ou par les mêmes mécanismes que la croûte continentale moderne. Et donc, ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, c'est comment ont bien pu se fabriquer ces TTG archéennes, puisqu'elles ont une composition qui est différente de la croûte continentale moderne. Alors, je vais essayer, vous avez remarqué, j'aime bien insister. Donc voilà, ici une comparaison des TTG archéennes et de la croûte continentale moderne. Vous notez que les TTG archéennes ne définissent pas véritablement de lignée. C'est plutôt une espèce de patate, il n'y a pas vraiment de lignée de différenciation. Alors que la croûte continentale moderne, elle, dessine une lignée de différenciation qui part de roches peu différenciées, riches en calcium, et qui évolue par un enrichissement en potassium. Donc, déjà, quelque chose de bien différent. Si maintenant vous voulez garder une idée très simple de ça, eh bien, l'idée très simple, c'est de dire que la croûte continentale archéenne, elle est essentiellement sodique, alors que la croûte continentale moderne, elle évolue vers un enrichissement en potassium. Donc les deux sont des alcalins, mais on a des alcalins qui sont différents. À l'archéen, l'alcalin, c'est du sodium, et aujourd'hui, je suis déjà passé là-bas, et aujourd'hui, c'est plutôt du potassium. Vous connaissez les terres rares? Voilà, super. Donc, en fait, là, c'est juste aussi pour comparer deux choses. Voilà deux diagrammes à la même échelle. Le spectre de terres rares des TTG archéennes, avec forte teneur en terres rares légères, faible teneur en terres rares lourdes, vous voyez, un prélèvement inférieur à 10 fois les chondrites, pas d'anomalie en europium. Si vous regardez la croûte continentale moderne, on a effectivement de fortes teneurs en terres rares légères, mais aussi de fortes teneurs en terres rares lourdes, nettement supérieures à 10 fois les chondrites, et une anomalie en europium. Là encore, on a une différence entre les deux, ce qui veut dire mécanisme ou sources différentes. Si on prend par exemple ici, c'est l'exemple d'un massif au Brésil, où on a des lignées qui sont des lignées bien dessinées pour certains éléments, puis on voit que pour d'autres éléments, on a des lignes brisées. C'est le cas du sodium, du potassium, c'est le cas de l'aluminium. Si on a des lignes brisées, ça veut dire que ça ne peut pas être, on ne peut pas expliquer ces lignées par du mélange ou par de la contamination. Ça ne peut être que de la fusion ou de la cristallisation. Le fait qu'il y ait une ligne brisée permet d'exclure tous les phénomènes de mélange et de contamination. Alors une fois que vous êtes arrivé à cette conclusion, comme vous êtes de bons géochimistes, vous allez utiliser un diagramme, par exemple ici, qui va porter un élément dit compatible, c'est-à-dire qui va avoir tendance à aller dans les minéraux, et ici, un élément incompatible qui va avoir tendance à aller dans le liquide. Et si vous faites ça dans un diagramme log-log, en prenant le plus compatible possible et le plus incompatible, eh bien, la fusion partielle va vous donner une droite presque horizontale, et la cristallisation fractionnée, une verticale. Je pense qu'il est très clair que là, on a un alignement des points qui est plus vertical, qui indique que le mécanisme qui donne cette différenciation, c'est de la cristallisation fractionnée. Donc, vous voyez le raisonnement. Ligne brisée, on élimine deux mécanismes, contamination-mélange, et on ne laisse comme mécanisme possible que la fusion et la cristallisation. Et avec ce type de diagramme, on élimine la fusion. Alors vous allez me dire, ça nous sert à quoi? Le problème, ce n'est pas véritablement la cristallisation fractionnée. La cristallisation fractionnée, c'est quoi? C'est on prend un magma et on fait cristalliser des minéraux dans le magma. Et la question que l'on se pose, c'est comment s'est fabriqué ce magma? C'est ça la vraie question, c'est ça le point important. Alors, bon là j'ai mis que quelques points, ça provient d'un exemple particulier, avec par exemple les données isotopiques, néodyme, strontium, et puis ici hafnium, néodyme. Vous avez les compositions du manteau en marron et la composition de la croûte continentale ici. Les points correspondant aux analyses sont les points rouges. Il apparaît très clairement que ces compositions tombent dans le domaine du manteau et pas dans le domaine de la croûte continentale. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que ces magmas ici, ces TTG, ne se sont pas formés par refusion d'une croûte continentale, mais qu'elles ont une origine à rechercher dans le manteau. Cette origine peut être directe ou indirecte. Mais ce n'est certainement pas du recyclage, de la refusion d'une croûte continentale plus ancienne. Alors on va commencer à jouer. Et donc, on va essayer de tester ce modèle. Et c'est quelque chose qui peut être assez simple à faire. On va prendre une composition d'un manteau primitif, ici. On va prendre la composition des TTG en terre rare, ici. Et puis, moyennant des petites équations très simples, c'est des équations de bilan de masse, eh bien, on va recalculer la composition des liquides obtenus par fusion de cette source, ici. Et donc, ce que l'on obtient, c'est ça. Voilà ici, on a fait très large. Un liquide obtenu pour 1% de fusion, et ici un liquide obtenu pour 25. Donc tout le domaine en jaune, c'est tous les liquides obtenus pour des taux de fusion compris entre 1 et 25%. Vous voyez que ça ne marche pas. Ça peut marcher éventuellement pour des taux de fusion faibles pour le Nantal, mais vous voyez qu'on n'explique absolument pas les terres rares lourdes. On a des teneurs qui sont beaucoup trop fortes ici. Il faudrait que normalement le modèle explique une diminution des teneurs en terres rares lourdes. Or, on a ici une très forte augmentation. Alors, je vois que vous êtes des vieux routiers de la géochimie, vous allez me dire, ouais, mais dans les zones de subduction, on sait que ça ne se passe pas comme ça. Dans les zones de subduction, il y a les fluides issus de la croûte océanique qui vont modifier la composition du manteau. Alors ça, c'est des choses qu'on pourrait s'amuser à prendre en compte. Voilà ici, toujours la composition du manteau, et voilà calculer la composition du manteau après intervention des fluides. On voit que les fluides, ils vont jouer essentiellement sur les terres rares légères, et qu'ils ne vont pas modifier le bilan des terres rares lourdes. Or, le problème, on l'a au niveau des terres rares lourdes ici. Il faudrait diminuer les teneurs en terres rares lourdes. Or, au mieux, on ne modifie pas les teneurs en terres rares lourdes. Au pire, les fluides vont légèrement les faire augmenter. Donc, vous pouvez faire subir les derniers outrages possibles et imaginables au manteau, enfin, les derniers outrages métasomatiques, et vous n'arriverez pas, par fusion du manteau, à expliquer les TTG. Donc la seule possibilité qui reste, c'est une origine indirecte. Ça, c'est de la fusion directe du manteau. La seule solution qui reste, c'est une fusion indirecte. Et cette fusion indirecte, c'est de dire, ben voilà, le manteau a fondu pour donner des basaltes, et je vais refondre un de ces basaltes. Donc voilà, on a testé le modèle, voilà les TTG toujours, et voilà ici un basalte archéen. Alors on peut commencer à tester une fusion à faible pression. Et faible pression, ça veut dire sans grenat dans le résidu. Parce que le grenat se forme à haute pression. On va voir plagioclase, amphibole, etc. Ça marche très bien pour les terres rares légères. Ah oui, le modèle correspond bien à ce qu'on observe. Par contre, au niveau des terres rares lourdes, on a toujours un problème. Alors pour ménager le suspense, j'ai gardé le modèle qui marchait pour la fin. Et pour la fin, j'ai pris une amphibolite, donc un basalte, que l'on fait fondre à haute pression avec du grenat dans le résidu de fusion. Et lorsqu'on a du grenat dans le résidu de fusion, eh bien qu'est-ce que l'on voit? Ça marche bien pour les terres rares légères et ça marche aussi bien pour les terres rares lourdes. Donc la conclusion de cette modélisation, c'est qu'on peut fabriquer ces TTG par fusion d'un basalte à haute pression. C'est-à-dire une pression telle que le grenat soit stable dans le résidu de fusion. Alors, c'est quelque chose d'important, c'est une amphibolite à grenat qui doit être le résidu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'amphibole et qu'il y ait du grenat. Alors vous allez me dire, ouais mais ça c'est bien, mais c'est de la modélisation géochimique. Ça peut dépendre, les résultats peuvent dépendre des coefficients de partage que vous introduisez, des taux de fusion, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de s'assurer que ce qu'on vient de calculer, c'est relativement fiable? Alors un moyen de le faire, évidemment, voilà, je vous ai mis ici la presse multi-enclume qu'on a à Clermont, c'est de prendre un morceau de basalte et de le faire fondre. C'est-à-dire, voilà, on a une presse ici, on chauffe, donc vous mettez votre morceau de basalte ici, enfin vous le mettez en poudre, et puis on va chauffer et voir ce qu'on obtient. C'est-à-dire, cette fois-là, ce n'est plus des calculs théoriques, on prend un basalte, on le met à haute pression, haute température, et puis on regarde la composition des liquides qu'on obtient. C'est de la pétrologie expérimentale. Donc voilà la composition des liquides que l'on obtient. Donc ils sont tout à fait dans le domaine des TTG. Voilà, ici les TTG, voilà les liquides qu'on obtient, c'est vraiment les mêmes compositions. Et surtout, quelque chose qui est intéressant, c'est que, voilà ici, des expériences qui ont été faites, les sources, les roches qu'on a fait fondre, c'est deux roches différentes. Une est en vert, ici, c'est la source, l'autre ici est en vert aussi, c'est la source. Voilà la composition des liquides que l'on obtient lorsque la fusion a lieu
à basse pression, c'est-à-dire sans grenades dans le résidu de fusion. Et lorsqu'on a des grenades dans le résidu de fusion, voilà la composition des liquides en terre rare. Vous voyez qu'on obtient que pour obtenir les spectres de terres rares des TTG, c'est-à-dire forte teneur en terre rare légère, faible teneur en terre rare lourde, forte, faible ici, pas d'anomalie en europium, il faut impérativement qu'on ait du grenat dans le résidu de fusion. Donc là, l'hypothèse qu'on a émise commence à tenir la route, c'est-à-dire on l'a testé en faisant des calculs de géochimie, et on la teste en prenant un vrai basalte et en le faisant fondre pour de vrai, et en regardant à quoi correspond la composition du liquide. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. Ah si, ben voilà. Ici, c'est un résumé, en fait. Voilà ici les caractéristiques des TTG. Voilà les produits de fusion de basalte hydraté. Donc la contrainte, là encore une fois, j'insiste lourdement, la contrainte, c'est d'avoir du grenat et de l'amphibole dans le résidu de fusion. Alors, si j'essaie de résumer, on a une histoire, on est arrivé à une histoire en 3 stades. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on fabrique un basalte. C'est-à-dire qu'on a pris le manteau, on a fondu le manteau pour fabriquer un basalte. Par exemple, vous faites une croûte océanique. Ensuite, ce basalte, on va le fondre avec un résidu constitué d'un certain nombre de minéraux, dont de la hornblende et du grenat, dont de l'amphibole et du grenat. Et on va obtenir un magma qui est un magma de composition tonalitique. Et ensuite, éventuellement, on a une cristallisation fractionnée qui va vous donner la suite des TTG. Donc on a une histoire en 3 épisodes. Si maintenant on essaie de voir où on a pu faire fondre ces basaltes, on va d'abord regarder, avant d'aller voir où on a pu faire fondre ces basaltes à l'Archéen, on va essayer de regarder ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on fabrique la croûte continentale? On la fabrique dans une zone de subduction. Et une zone de subduction, c'est quoi? Vous prenez une croûte océanique que vous fabriquez au niveau des rides. Cette croûte océanique, elle est à 1250 degrés, et elle va se balader en moyenne 60 millions d'années sur le fond de l'océan, c'est-à-dire qu'elle va se refroidir pendant 60 millions d'années en moyenne, avant d'entrer dans une zone de subduction. Et donc la zone de subduction que vous avez ici, ça va consister à introduire quelque chose de froid. La croûte océanique elle va être froide, vous introduisez quelque chose de froid dans un manteau qui est chaud. Et voilà, ici, les isothermes dans une zone de subduction, et vous voyez que c'est vraiment quelque chose de froid qui est introduit dans un manteau qui est chaud. Donc si vous vous baladez ici, à l'interface entre la croûte océanique subductée et puis le manteau, vous allez avoir des gradients géothermiques extrêmement faibles le long du plan de Benioff ici. Alors, on va essayer de mettre ça sous une autre forme. Voilà ici un diagramme pression-température. Ici, la courbe de fusion d'un basalte anhydre. Et ici, la courbe de fusion d'un basalte avec de l'eau. Et donc, vous voyez ce qu'on vous a appris à l'école primaire, c'est-à-dire que l'eau abaisse considérablement la température de fusion. Vous voyez, par exemple, si on se met, je ne sais pas moi, à 30 km de profondeur, eh bien, votre basalte, il va fondre à 1200 degrés s'il n'y a pas d'eau, et il va fondre à 700 degrés si vous avez de l'eau. Donc, l'eau abaisse considérablement la température de fusion. Alors là, j'ai dessiné la courbe de stabilité de l'amphibole. L'amphibole est stable à gauche et n'est plus stable à droite, donc de la hornblende. Et la courbe de stabilité du grenat. Le grenat est stable en dessus et n'est pas stable en dessous. Donc vous voyez que le domaine jaune, ici, c'est le domaine où vous avez à la fois un liquide produit par fusion d'un basalte hydraté, stable avec de l'amphibole et du grenat. C'est-à-dire que les TTG ont été fabriqués quelque part dans le domaine jaune ici. Alors on retrouve les contraintes qu'on a fixées avec la géochimie, c'est-à-dire qu'il faut de l'amphibole, il faut du grenat, et stable avec le liquide de fusion des basaltes. Qu'est-ce qui se passe donc oui, voilà, ce que je voulais mettre, liquide, amphibole et grenat. Aujourd'hui, on a des gradients, dans les zones de subduction, des gradients géothermiques qui sont relativement faibles. C'est-à-dire que la température augmente doucement avec la profondeur. Première constatation, on ne recoupe pas le domaine en jaune. Et si on ne recoupe pas le domaine en jaune, ça veut dire qu'a priori, on ne va pas fabriquer de TTG. Il y a pire. Tout à l'heure, je vous ai montré que les basaltes de la croûte océanique se formaient au niveau des rides. Et ils vont se refroidir. Mais ils vont aussi incorporer de l'eau. Ils vont s'hydrater. Et au fur et à mesure qu'ils vont s'enfoncer dans la zone de subduction, eh bien, ils vont avoir tendance à perdre leur eau. Et voilà les courbes de déshydratation. Donc chacune correspond à une espèce minérale, peu importe, antigorite, chlorite, talc, zoïsite, prébolite, etc. Et ce que vous voyez, c'est que
dans une zone de subduction, lorsque vous suivez le gradient géothermique comme ceci, eh bien la déshydratation apparaît avant d'atteindre la température de fusion hydratée. C'est-à-dire que ce basalte, s'il y avait de l'eau, il fondrait à 800 degrés, mais comme il s'est déshydraté avant, il va fondre à 1400 ou 1500 degrés. Et ça rejoint ce qu'on vous a appris à la maternelle, les basaltes ne fondent pas, la croûte océanique subductée ne fond pas dans les zones de subduction aujourd'hui. Du moins, en général. Bon, on peut maintenant faire une hypothèse pour l'Archéen. À l'Archéen, alors oui, donc aujourd'hui, c'est une déshydratation et c'est le coin de manteau qui fond ici et qui engendre les basaltes. À l'Archéen, on sait qu'on est passé dans le domaine en jaune, ici. Donc, on peut proposer un gradient géothermique plus élevé. Vu ce qu'on a vu avec les comatides tout à l'heure, c'est pas idiot. Les comatides nous disent que la Terre est plus chaude, on propose là que la Terre ait réellement été plus chaude. Et vous voyez que là, tout change. Parce que la position relative des courbes de déshydratation et de fusion hydratée sont inversées. À part la destruction de l'antigorite, on atteint la courbe de fusion hydratée avant de déshydrater. C'est-à-dire que dans ces conditions-là, la croûte océanique peut fondre, puisqu'elle contient encore de l'eau. Elle va fondre à basse température, et la croûte océanique va pouvoir fondre à des températures de 700, 650, 700 degrés. Simplement parce que la position relative des courbes de déshydratation et de fusion est inversée. Et donc, à l'Archéen, probablement, enfin même sûrement, ce qui se passait, c'est qu'on fondait la croûte océanique subductée, ici, et non pas le coin du manteau comme aujourd'hui. Donc, on a là, ce qu'on avait vu sur les premiers diagrammes, que la source est différente. Aujourd'hui, la source des magmas dans les zones de subduction, c'est le manteau. À l'Archéen, c'était les basaltes. Donc, engendrés par la fusion d'un basalte hydraté, à grande profondeur, avec grenat et amphibole. C'est la croûte océanique subductée qui fond. Les TTG n'existent qu'à l'Archéen. Ça veut donc dire que pour faire les TTG, il faut des gradients géothermiques plus élevés que ceux qu'on a aujourd'hui. Ça veut donc dire qu'elles marquent aussi le refroidissement de la planète. Et voilà, donc après l'Archéen, la Terre était devenue trop froide pour fabriquer les TTG. Alors, on peut essayer de proposer un autre test. Là, on a vu qu'on avait fait des modèles géochimiques, qu'on peut faire fondre un vrai basalte. Eh bien, on peut proposer un autre test, c'est de dire, voilà, la subduction, c'est quelque chose de froid qui rentre dans un manteau qui est chaud. Maintenant, si on prend ici un diagramme avec la profondeur, la température, et ici, les géothermes pour différentes zones de subduction, avec des croûtes océaniques d'âge différents. Ici, une croûte de 160 millions d'années, 80, 40, 20, 8, etc. Eh bien, ce dont on s'aperçoit, c'est que si on prend une profondeur, 30 km, eh bien, on s'aperçoit qu'une croûte océanique vieille, de 80 millions d'années, ici, sera en gros 2 fois plus froide qu'une croûte de 20 millions d'années. C'est-à-dire que le gradient géothermique va dépendre de l'âge de la croûte océanique qui rentre en subduction, c'est-à-dire du temps qu'elle aura passé au fond de l'océan, et donc de sa température. Et donc l'idée, c'est si quelque part, aujourd'hui dans le monde, on trouve une croûte océanique jeune qui est subductée, normalement, les magmas qu'on va engendrer devraient être des magmas de type archéen, de type TTG. Alors vous vous doutez bien que si je vous parle de ça, c'est qu'on en connaît. Autrement, je ne me serais pas décarcassé à vous en parler. Et il y a un endroit qui est particulièrement sympa, c'est en Patagonie. Vous avez ici l'Amérique du Sud, vous avez ici la presqu'île de Taitao. Et en fait, cette presqu'île de Taitao, elle est sur un point triple, entre ici la plaque sud-américaine, ici la plaque antarctique et ici la plaque de Nazca. Et vous avez une ride médio-océanique, ici, qui est la ride du Chili, qui sépare la plaque de Nazca de la plaque antarctique. Et cette ride, elle s'ouvre. C'est-à-dire l'océan s'ouvre, ici, entre la plaque de Nazca et la plaque antarctique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, sous la presqu'île de Taitao, on est en train de subducter une croûte océanique qui a 0 million d'années, donc qui est extrêmement jeune. On est dans une situation qui est une situation un peu bizarre, mais qui pour nous est une situation très intéressante. Et voilà ici la courbe qui représente l'âge de la croûte océanique sous les volcans. Donc c'est pas quand elle rentre en subduction, c'est sous les volcans. Et ce que vous voyez, c'est que en gros, si on essaie de schématiser, au sud de Taitao, on va subducter, on a sous les volcans une croûte qui fait moins de 20 millions d'années. Au nord de Taitao, on a une croûte qui fait plus de 20 millions d'années. Donc si on essaie de schématiser,
dans la partie sud, ce qu'on appelle la zone volcanique australe, pour Austral Volcanic Zone, on subducte une croûte océanique jeune, et dans la zone sud, volcanique sud, la zone volcanique sud est située au nord ici, désolé, la zone volcanique sud, on subducte une croûte océanique qui est une croûte océanique plus vieille que 20 millions d'années. Donc voilà, ces volcans en rouge correspondent à la subduction d'une croûte océanique jeune, et ceux en vert d'une croûte océanique vieille. Alors il y a des géophysiciens qui se sont amusés à voir quel est l'effet de subduction d'une ride sur les gradients géothermiques d'une zone de subduction. Donc voilà ici la profondeur, la distance à la fosse, ici, et puis le plan de Benioff, ici. Ils ont pris une subduction qui fonctionnait depuis 50 millions d'années, pour prendre une subduction qui avait déjà atteint un équilibre, et on voit le rabattement des isothermes classiques. Vous voyez ici, ce rabattement des isothermes dû au fait que la croûte océanique subductée est froide. À 60 millions d'années, la ride arrive dans la fosse, ici, et elle commence à entrer en subduction. Et vous voyez que l'isotherme 1000 degrés remonte le long du plan de Benioff. Ça va donc créer une anomalie thermique très importante, ici, le long du plan de Benioff. Et ensuite, au cours du temps, l'anomalie thermique descend, et puis on revient à un état d'équilibre. Mais ce qui est important de voir, c'est que de façon très localisée dans le temps, quelques millions d'années, et dans l'espace, sur quelques centaines de kilomètres, on va recréer des conditions d'une subduction chaude de type archéen. On va recréer des conditions archéennes pendant un temps très court. Enfin, très court, quelques millions d'années, quoi. Et donc, si on regarde les magmas qui sont produits dans cette partie ici, sud des Andes, eh bien, on a des magmas de composition TTG. Voilà, ici, riches en sodium, et qui ont des spectres de terres rares qui sont strictement les mêmes que ceux des TTG. Alors ces roches, vous les connaissez peut-être, on appelle ça des adakites. En fait, les adakites sont des roches volcaniques, alors que les TTG sont des roches plutoniques, mais c'est l'équivalent. Et donc, voilà, ce que nous montre cet exemple du Chili, c'est que lorsque, de façon tout à fait exceptionnelle, anormale, aujourd'hui, on recrée à la surface du globe des conditions de type archéen, eh bien les magmas que l'on fabrique sont les mêmes que ceux qui sont fabriqués à l'archéen. Et donc ça, c'est un élément aussi important en faveur des modèles que j'ai essayé de développer tout à l'heure. Alors ces adakites, je ne vais pas vous faire un cours sur les adakites, mais on en trouve un petit peu partout. Actuellement, là j'ai mis que les adakites actuelles, donc voilà celle de Patagonie. On en trouve ici, il y a la ride de Carnegie en Équateur qui est subductée, on en trouve ici, on en trouve au Panama, au Costa Rica, en Basse-Californie. Le mont Saint-Hélène, dans la chaîne des Cascades, ce sont des adakites. On en trouve dans les Aléoutiennes, à l'île d'Adak, d'où le nom des adakites. Mais on en trouve Kamchatka, au Japon, Philippines, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà ici un diagramme qui reporte la teneur en terres rares lourdes, donc qui doit être basse dans les adakites ou dans les TTG, en fonction de l'âge de la croûte océanique. Donc ça, ce sont des choses actuelles, sur les adakites actuelles, en fonction de l'âge de la croûte océanique quand elle rentre en subduction. La barre que vous voyez là, c'est la gamme de variation des teneurs en ytterbium. Par exemple, ici, les teneurs en ytterbium varient de 8 à 23, quelque chose comme ça. C'est ça que ça veut dire. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une corrélation très nette entre l'âge de la croûte subductée et la composition des magmas. C'est-à-dire, on va avoir, si on a une croûte océanique jeune, moins de 30 millions d'années, qui entre en subduction, on va avoir de faibles teneurs en terres rares lourdes, compatibles avec la fusion des basaltes avec du grenat dans le résidu de fusion, alors que si on subducte une croûte océanique vieille, eh bien on va avoir de fortes teneurs en terres rares lourdes, tout à fait compatibles avec la fusion d'un manteau sans grenat dans le résidu de fusion. Donc voilà, c'est une généralisation de ce qu'on a vu en Patagonie. Alors tout à l'heure, je vais revenir maintenant sur autre chose. Une idée qu'on peut se poser, une question qu'on peut se poser, c'est, on a vu que le fait qu'il y ait des TTG à l'Archéen et qu'il n'y en ait plus après, ça caractérise le refroidissement de la planète. Mais l'Archéen, ça a duré 1,5 milliard d'années. Et donc, pendant 1,5 milliard, est-ce que les TTG ont enregistré ce refroidissement ou pas? Parce que pendant 1,5 milliard, la Terre se refroidit. Donc la question qu'on peut se poser, c'est ça. Alors, avant d'aborder ce problème, je voudrais juste détailler. Tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, c'est super, on fait fondre des basaltes et on obtient exactement la même chose que les TTG. Oui et non.
Quand on regarde ça, on s'aperçoit par exemple, voilà ici un diagramme calcium-silicium, en fonction, et voilà ici les liquides obtenus, le domaine des liquides obtenus par fusion expérimentale de basalte. Si je mets la composition des TTG, impeccable. Ça marche, c'est bon. Si maintenant je fais la même chose avec le magnésium, eh bien je m'aperçois que ça ne marche plus tout à fait aussi bien. Ça ne marche plus tout à fait aussi bien. Il y a des choses qui marchent bien par ici, mais souvent, la teneur en magnésium des roches réelles, des TTG, ou des adakites, c'est pareil les adakites, est plus forte que les liquides obtenus par fusion expérimentale de basalte. Et donc, il y a eu des expériences qui ont été faites, ou qui ont été faites à Clermont en particulier, qui consistent à fondre des basaltes. Parce que l'idée, c'est que par exemple, quand on fait des adakites, le basalte qui va fondre, c'est celui qui est subducté. Et il va remonter à travers le manteau. Et en remontant à travers le manteau, il va pouvoir interagir avec le manteau. Alors le manteau, il est pauvre en calcium, donc il ne va pas jouer sur les teneurs en calcium. Par contre, le manteau est très riche en magnésium. Et donc il va pouvoir jouer sur les teneurs en magnésium. Et donc, voilà ici des TTG. Et lorsque on a, par exemple, fait fondre ici un échantillon, et qu'on le met en contact avec des péridotides mantéliques, eh bien on voit tout de suite que les liquides deviennent de plus en plus riches en magnésium. Donc effectivement, le fait que des liquides acides percolent à travers un manteau ultra basique font que ces liquides s'enrichissent en magnésium. Alors on a d'autres évidences de ça. C'est ici une étude qui a été faite sur des cristaux d'olivine qui ont été remontés par des volcans, donc des nodules d'olivine. Ça vient de l'île de Bataan, aux Philippines. Et dedans, on a trouvé des inclusions de verre. Et ces inclusions de verre, ce sont des adakites. Ce qui montre bien que les adakites percolent à travers le manteau et peuvent être même piégés. Et interagissent donc avec le manteau et peuvent être piégés dans le manteau. Celle-là, on va passer. Bien. Alors cela étant dit, on va donc essayer de voir si les TTG ont pu enregistrer le refroidissement de la planète. On a donc ici la teneur en magnésium, on a ici le temps, donc au cours de l'Archéen, de 4 milliards à 2,5, et vous voyez que quand on met les points, on ne voit pas grand-chose, il y a vraiment un beau nuage de points. Alors cela dit, quand on regarde ce nuage de points, on peut se dire, bon, si par exemple on cristallise de l'amphibole, ou de la biotite, on va faire chuter les teneurs en magnésium. Et donc, tout ce qui est cristallisation fractionnée va faire chuter les teneurs en magnésium. Et donc, si on regarde l'enveloppe supérieure, en revanche, elle va correspondre à la composition des magmas parents. Et cette composition des magmas parents, avant cristallisation fractionnée, elle évolue. Comme ceci. Hein, si je prends la partie supérieure de mon nuage de points, c'est la composition des magmas parents avant la cristallisation. Et on voit qu'on passe de teneur, ce paramètre, la CMG sur MG plus, MGO sur MGO plus FEO, on passe de 0,4 à 0,7. Donc il y a une augmentation au cours du temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les magmas parents des TTG, eh bien, ces magmas parents évoluent et s'enrichissent en magnésium au cours du temps, sur une période de temps, vous voyez, d'1,5 milliard. Bon, même chose ici pour le nickel et le chrome. La cristallisation fractionnée fait chuter et l'évolution se fait par enrichissement. Donc voilà, si on prend les éléments nickel, chrome, magnésium, on a un enrichissement au cours du temps. Ici, magnésium, silice, on voit la même chose, un enrichissement au cours du temps. Si je mets les adakites, on a la même composition, et les liquides expérimentaux, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, eux sont beaucoup plus pauvres. Donc si j'essaie maintenant de résumer ce qu'on vient de voir là, l'enrichissement en magnésium, nickel, chrome des adakites, c'est dû à des interactions entre le magma adakitique et la péridotite du manteau. On voit la même chose dans les TTG, on peut donc tirer la même conclusion pour les TTG. Alors, c'est quelque chose déjà qui est intéressant, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, en termes d'environnement géodynamique. On verra tout à l'heure que les géologues envisagent deux grands environnements géodynamiques pour engendrer les TTG, soit sans tectonique des plaques, on fait fondre des basaltes qui sont sous-plaqués, qui sont sous la croûte ici, soit, comme je vous l'ai dit,
des basaltes subductés. Et ce que l'on voit dans les TTG, c'est une contamination par le manteau. Or, le magma TTG, quand il s'est fabriqué, il a remonté. Donc ça veut dire qu'il y avait des péridotites au-dessus. Eh bien, la seule configuration où on a des péridotites au-dessus, c'est la subduction. Parce qu'avec des basaltes sous-plaqués, on a des basaltes ou de la côte continentale au-dessus, mais on n'a pas de péridotites. Donc c'est un argument très fort, cette contamination des TTG, contamination par le manteau, pour dire qu'il y a un morceau de manteau au-dessus de la source des TTG, et pour dire que ça peut être que c'est de la subduction et que c'est la fusion de la croûte océanique. Donc voilà. Et donc, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on a vu que les teneurs en magnésium, nickel et chrome augmentent au cours du temps, de 4 milliards d'années à 2,5 milliards d'années. Si ces teneurs reflètent les interactions entre TTG et manteau, ça veut dire que l'efficacité des interactions a augmenté au cours du temps. Donc le strontium montre lui aussi un beau nuage de points. Mais là encore, si on fait cristalliser de l'amphibole ou du plagioclase, eh bien la cristallisation fractionnée va faire chuter les teneurs en strontium. Et donc, le raisonnement est le même que pour le magnésium. La composition des magmas parents, elle, va évoluer au cours du temps. Et vous voyez que c'est une évolution qui est importante. On parle d'à peu près 500 ppm à 4 milliards d'années pour arriver à presque à 1500 ppm à 2,5 milliards d'années. Donc les teneurs en strontium des TTG augmentent, des magmas parents des TTG augmentent considérablement au cours du temps. Sodium, calcium, alors vous me voyez arriver avec mes gros sabots, hein. Sodium, calcium, strontium, ça sent le plagioclase à plein nez. Hein. Donc voilà, bon, on a la même chose, je ne vais pas refaire le même baratin, mais on a la même chose pour sodium, calcium. Alors ça c'est quelque chose qui est intéressant, parce que, donc voilà ici, cette évolution, les adakites montrent à peu près la même chose. Et surtout, voilà ici un diagramme. C'est un boulot expérimental qui a été fait, c'est un boulot de fourmi qui a été fait par un étudiant à Clermont. Il a pris des basaltes de la rite du Chili et il les a fondus dans toutes les conditions possibles de pression-température. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir la chose suivante, c'est que si la fusion se fait en présence de plagioclase, c'est-à-dire si la fusion se fait à une pression faible, de telle sorte que le plagioclase soit stable dans le résidu de fusion. Eh bien, dans ce cas-là, les teneurs en strontium vont être basses et vont être un peu comme tamponnées. Voilà les teneurs en strontium, ces petits cercles violets avec un cœur jaune. Les teneurs en strontium vont rester basses. En revanche, si le plagioclase n'est pas stable, eh bien, le strontium va aller dans le liquide et vous voyez que la composition des liquides va pouvoir être extrêmement riche en strontium. Donc, globalement, ce que ça veut dire que la teneur en strontium des liquides est contrôlée par la stabilité du plagioclase. Et ce qui est intéressant, c'est que le plagioclase, la stabilité du plagioclase, elle, est contrôlée par la pression, c'est-à-dire par la profondeur de fusion. Le plagioclase sera stable à basse pression et ne sera pas stable à haute pression. Donc, la même chose, hein, les TTG riches en strontium, ça veut dire qu'il n'y a pas de plagioclase dans le résidu de fusion. Si les TTG sont pauvres en strontium, ça veut dire qu'il y a du plagioclase dans le résidu de fusion. Et comme les teneurs en strontium, mais aussi en sodium, calcium, augmentent dans les TTG au cours du temps, ça veut dire que la quantité de plagioclase résiduelle diminue au cours du temps. Il y a de moins en moins de plagioclase dans le résidu de fusion au cours du temps. Et comme on peut faire une corrélation entre la profondeur de fusion et la stabilité du plagioclase et la teneur en strontium, eh bien on peut dire que par exemple si les strontium est bas, si on a des faibles teneurs en strontium dans le liquide, ça veut dire qu'il y avait du plagioclase dans le résidu de fusion et que la fusion a eu lieu à faible profondeur. Et inversement, si les teneurs en strontium sont élevées, ça veut dire qu'il n'y avait pas de plagioclase dans le résidu et donc que la fusion a eu lieu à grande profondeur. En d'autres termes, comme les teneurs en strontium ont augmenté dans les TTG au cours du temps, ça veut dire que la profondeur de fusion a augmenté au cours du temps. C'est-à-dire que la fusion s'est produite de plus en plus profond au cours du temps. Bon, je vois que ça vous laisse rêveur, on va essayer de résumer ça autrement. Bon, vous reconnaissez le diagramme de tout à l'heure, pression, température. Bon, mon domaine jaune, je l'ai mis d'autres couleurs, mais c'est le domaine en jaune. Et j'ai juste rajouté une courbe, qui est la courbe de stabilité du plagioclase. C'est-à-dire que le domaine en bleu, c'est le domaine où on fond un basalte avec de l'amphibole, du grenat, du plagioclase.
Le domaine en vert, c'est la même chose, mais sans plagioclase. Alors ce que l'on peut considérer, c'est par exemple la chose suivante. On va prendre un gradient géothermique très fort. On va se mettre au début de l'Archéen, avant 3,5 milliards d'années. On prend un gradient géothermique très fort. On va pouvoir faire des TTG, et avec du plagioclase dans le résidu, vous voyez, on est dans le domaine de stabilité du plagioclase, donc la fusion va avoir lieu à faible profondeur, dans le domaine de stabilité du plagioclase. Ça veut donc dire que les magmas vont être pauvres en strontium, puisque c'est le plagioclase résiduel qui va les garder. Mais vous voyez aussi que si on est à faible profondeur, eh bien, le coin de manteau, il va être très peu épais ou il n'y en aura pas. Ça veut dire que les possibilités d'interaction avec le manteau vont être très faibles ou nulles. Ce qui veut dire que les teneurs en magnésium des TTG vont être faibles parce qu'il y a peu d'interaction. Puisqu'il n'y a pas de manteau à traverser ou très peu. En revanche, un peu plus tard, la Terre s'est refroidie et on est à la fin de l'Archéen, donc des terrains entre 2,5 et 3 milliards d'années. On fabrique toujours des TTG, mais vous voyez que là, la fusion a lieu à plus grande profondeur, hors du domaine de stabilité du plagioclase. Il n'y a plus de plagioclase dans le résidu de fusion. Et donc, s'il n'y a plus de plagioclase, ça veut dire que les magmas vont être très riches en strontium, puisque le strontium qui est stocké dans le plagioclase, il va aller dans le liquide. Et vous voyez aussi que la fusion intervenant à plus grande profondeur, eh bien les magmas vont traverser une grande épaisseur de manteau, d'un manteau qui sera encore plus chaud, et dans ces cas-là, il va y avoir beaucoup plus d'interactions entre les magmas et le manteau, d'où une plus grande richesse de ces magmas en magnésium, en nickel et en chrome. Et donc, alors qu'est-ce que j'avais prévu après ? Ouais, aujourd'hui, voilà, on déshydrate, hein, en fait, voilà, c'est ce qu'on a déjà vu, on déshydrate et on ne fond pas la croûte océanique. Mais vous voyez que cette zonation-là, que l'on voit, ça reflète quoi ? Ça reflète le refroidissement de la planète. Et si on regarde que la situation archéenne, la flèche rouge à la flèche orange, on fabrique des TTG, mais dans des conditions différentes, et qui montrent que donc là, on voit le refroidissement progressif de la planète, parce que les gradients géothermiques diminuent régulièrement au cours du temps. Alors, jusqu'à présent, vous avez été sympa de croire, je vous ai présenté les choses dans un cadre qui était un cadre de tectonique des plaques. Même s'il y avait une tectonique des plaques à l'Archéen, elle n'était certainement pas la même que maintenant. Mais la première question qu'on peut se poser, et que se sont posées beaucoup de géologues, c'est est-ce qu'il existe, ou est-ce qu'il a existé une tectonique des plaques à l'Archéen ? Il y a quasiment autant de modèles qui ont été proposés que de géologues à avoir travaillé sur le sujet, mais on peut les regrouper en deux grandes familles. La première famille, c'est la famille de gens qui croient qu'il y avait une tectonique des plaques qui opérait à l'Archéen, c'est-à-dire qu'il y avait une tectonique horizontale. Et puis la deuxième famille, c'est des gens qui disent non, il n'y avait pas de tectonique horizontale, la tectonique était essentiellement verticale, c'était des plumes, des hotspots, des choses comme ça. Et par exemple, c'est les plumes qui faisaient fondre la base d'une croûte basaltique et qui produisaient les TTG. Donc voilà, il y a deux grands types de modèles. Des modèles verticaux et puis des modèles de tectonique des plaques qui sont plutôt horizontaux. Donc avec des déplacements verticaux ou des déplacements horizontaux. Alors, si on a envie de voir s'il y avait une tectonique des plaques à l'Archéen, qu'est-ce qu'on va rechercher ? La tectonique des plaques, ce sont des mouvements horizontaux de plaques. Les plaques se déplacent les unes par rapport aux autres. Donc ce qu'on va rechercher, c'est d'abord des grands chevauchements. Alors ici c'est les Alpes, hein, mais j'aurais pu mettre les Himalayas, n'importe quoi. On a des grands chevauchements. Donc des grandes structures horizontales. On a aussi, au niveau des zones de collision, un épaississement crustal. Donc au lieu d'avoir une croûte continentale de 30 km d'épaisseur, on va passer à 50-70 km. Et puis enfin, ce qu'on peut rechercher, c'est des ophiolites, c'est-à-dire des lambeaux de croûte océanique. Et en particulier, quelque chose qui est important, ce sont les complexes de Dyke, qui sont, ces complexes de Dyke, c'est de la lave qui s'est mise en place dans les filons, et au fur et à mesure que la croûte s'ouvre, qu'elle s'écarte, eh bien les filons se mettent en place comme ça, les uns dans les autres. Et le fait d'avoir un complexe de Dyke comme ceci est un indicateur de l'expansion des fonds océaniques, donc de mouvements horizontaux. On va commencer par faire un petit tour en Abitibi, au Canada. Et voilà ici une coupe sismique. Alors vous allez me dire, ouais, on est à la fin de l'Archéen, on est à 2,7 milliards d'années, c'est presque de l'actuel. On est donc ici, voilà une coupe sismique où on voit beaucoup de réflecteurs horizontaux, et voilà surtout l'interprétation qui est donnée par les géophysiciens, où on voit énormément de structures chevauchantes, ici, et même les reliques
d'une possible, que l'on voit ici d'ailleurs, les reliques d'une possible subduction. Donc ça, je pense que pour tout le monde, c'est acquis qu'à la fin de l'Archéen, il y avait une tectonique des plaques. Si on remonte un peu plus dans le temps, voilà ici une coupe qui est faite entre le craton du Cap-Vert et le craton du Zimbabwe, donc entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, où on a une ceinture qui s'appelle la ceinture de Limpopo, et où l'on a d'énormes structures chevauchantes. Alors c'est des terrains qui sont autour de 3 milliards d'années, mais on a d'énormes structures chevauchantes. Donc là aussi, on a des grandes structures horizontales, et de toute évidence, il y avait une tectonique des plaques. Alors je pourrais vous en montrer plein de coupes comme ça. Juste un mot sur la ceinture d'Issoua, donc qui se trouve au Groenland, qui a 3,8 milliards d'années, et où on va trouver ce genre de structure, ces énormes plis, qui sont des plis liés à des chevauchements. Donc il y avait aussi, dans ces terrains-là, des grands chevauchements à 3,8 milliards d'années. Donc probablement qu'il y avait une tectonique des plaques à ce moment-là. Autre argument qui peut être lié au surépaississement crustal, ça a été publié il n'y a pas très très longtemps, en 2006, si ça commence à faire. C'est des travaux qui ont été faits sur des basaltes de la ceinture de Barberton, transformés en amphibolite ici, et dans lesquels on a, comme vous pouvez le voir, un certain nombre de cristaux de grenat. Et donc les chercheurs ont calculé les températures et les pressions d'équilibre entre grenat et amphibole, et ils sont arrivés à la conclusion suivante, c'est que ces basaltes avaient atteint des pressions qui pouvaient aller jusqu'à 15 kbar. Ici. Donc 15 kbar, ça fait 45 km d'épaisseur. Donc ça veut dire que la croûte avait été surépaissie. Ou si on ne prend pas cette hypothèse de croûte surépaissie, ça veut dire que les basaltes et les sédiments qui étaient avec ont été entraînés à 45 km, ça veut dire qu'il y avait de la subduction. Donc manifestement, là encore, on a une évidence de tectonique des plaques à ce moment-là. On trouve des ophiolites. Bon, je vous ai mis, je vais passer rapidement parce que celle-là est un peu moins intéressante. C'est toujours à Barberton, à 3,5 milliards d'années. C'est l'ophiolite de Jamestown, où on trouve tous les composants des ophiolites, des sédiments, des lavants-coussins, des dikes, etc. Mais la plus, j'allais dire la plus sympa, je ne sais pas, ça a été publié en 2007 dans Science. C'est une ophiolite à Issoua qui aurait 3,8 milliards d'années, donc quelque chose de très vieux. Et on y trouve, cette photo que je vous ai montrée tout à l'heure, on y trouve des lavants-coussins. Donc on va trouver les pilolavas. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve le complexe de dikes. Vous voyez ici des dikes mis en place les uns dans les autres. Ce sont des dikes de basalte, on les voit très bien ici. Et donc on a un complexe de dikes. Ça veut dire qu'il y avait de l'expansion océanique, qu'il y avait des mouvements horizontaux il y a 3,8 milliards d'années. Donc voilà, il y a énormément d'arguments. Les grandes structures horizontales, le surépaississement crustal, les complexes de dikes, etc. Énormément d'arguments qui indiquent qu'il y avait une tectonique, je n'ai pas dit la tectonique des plaques, mais une tectonique des plaques qui opérait à cette époque-là. Alors, vous allez me dire, pourquoi ils se cassent la tête à nous parler de ça? C'est que pendant longtemps, beaucoup de gens, quand vous débarquez sur un terrain archéen, ce que vous voyez, ce n'est pas les structures horizontales, ce sont des structures verticales. Donc vous débarquez sur n'importe quel terrain archéen, et le meilleur exemple, c'est celui-là, où vous avez des espèces de grands dômes qui sont remontés, et les ceintures de roches vertes qui sont descendues entre. Et donc ce qu'on voit quand on débarque sur les terrains archéens, la chose la plus évidente, avant de voir les structures horizontales, on voit des structures verticales. Et donc c'est pour ça que ce problème de tectonique des plaques à l'archéen a été posé, c'est, voilà, comment on explique cette tectonique verticale, et est-ce qu'elle est compatible avec la tectonique des plaques? Alors globalement, voilà ici une structure qui vient de la ceinture de Lenarsipour en Inde, où vous avez des ceintures de roches vertes, ici, coincées entre des dômes de TTG. Et si on regarde en coupe, eh bien en coupe, vous avez ici ces dômes de TTG qui remontent et les ceintures qui sont coincées et qui descendent entre. Et vous voyez que les structures sont des structures verticales. Donc la première chose, si vous allez vous balader là en Inde, la première chose que vous allez voir, c'est une tectonique verticale. Alors comment on explique cette tectonique? D'abord, cette tectonique verticale, on ne la connaît que dans les terrains archéens. Après l'archéen, on ne les connaît plus. Alors comment on l'explique? Eh bien, on l'explique d'une façon assez simple, c'est-à-dire qu'il nous faut du matériel de faible densité, des TTG. Vous faites une croûte de TTG. Et vous allez mettre en place par-dessus des roches de forte densité, par exemple des comatites. Les comatites ont une densité de 3,2 ou supérieure à 3,2, les TTG 2,65, 2,7. Et donc vous mettez en place des laves de composition comatiitique et vous créez donc un gradient inverse de densité. Vous mettez des choses très denses sur des choses moins denses. Et donc ce qui va se passer, c'est que ces matériaux très denses vont avoir tendance à s'enfoncer.
simplement sous l'effet de la gravité, et on va avoir donc une évolution qui va se faire comme ceci. Alors, je vous ai dit des comatites. Si vous mettez des bifs qui sont constitués essentiellement de fer, la densité est encore plus forte et ça marche encore mieux. Et quelquefois, même, on trouve les comatites et puis des bifs qui viennent se déposer dans la dépression qui est creusée au centre. Et voilà, c'est un phénomène qu'on appelle la subduction, et donc qui est conduit par des forces de gravité. C'est simplement la gravité qui fait que ces matériaux de forte densité ont été mis en place sur des matériaux de plus faible densité. Alors pourquoi ça s'est arrêté à la fin de l'Archéen? Ça s'est arrêté à la fin de l'Archéen tout simplement parce que la Terre est devenue trop froide pour fabriquer les comatites. La Terre ne peut plus fabriquer les comatites et fabrique des basaltes, mais les basaltes ne sont pas assez denses pour initier la subduction. Et donc là encore, ce style tectonique est limité à l'Archéen parce que la Terre s'étant refroidie, elle n'a plus été capable de créer les gradients inverses de densité importants et la subduction s'est arrêtée. Alors, pendant longtemps, et il y a longtemps, quand j'étais jeune par exemple, il y avait, les théories, c'était à l'Archéen, tout était vertical, et après l'Archéen, tout est devenu horizontal. C'est-à-dire à l'Archéen, il n'y avait que de la subduction, et après l'Archéen, il y avait la tectonique des plaques. En fait, maintenant, l'idée que l'on a est complètement différente. C'est-à-dire qu'à l'Archéen, on avait deux styles qui fonctionnaient en même temps. C'est-à-dire, en limite de plaques, on avait la tectonique des plaques comme aujourd'hui. Et ça n'est qu'au cœur des plaques qu'on avait la subduction. Et vous voyez que pour faire la subduction, il faut qu'on ait des blocs continentaux. Il faut qu'on ait une croûte de faible densité. Il faut qu'on ait une croûte de TTG, par exemple, avec une faible densité. On ne peut pas faire de la subduction sur une croûte océanique ou n'importe quoi. On ne peut le faire qu'au milieu des plaques et au milieu de blocs continentaux. Et donc, à l'Archéen, les deux styles cohabitaient, c'est-à-dire en limite de plaques, une tectonique des plaques classique, et au cœur des plaques, la subduction. Et à la fin de l'Archéen, la subduction s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de comatites, et la tectonique des plaques a continué. Donc c'est l'idée qu'on a actuellement. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est l'idée qu'on a actuellement de ça. Alors même s'il y avait une tectonique des plaques à l'Archéen, il est assez évident que les modalités étaient différentes des modalités actuelles. On l'a déjà vu, ça. Et donc, pour dire que, voilà, à 2,5 milliards d'années, la production de chaleur terrestre était plus de 2 fois plus importante qu'aujourd'hui, et qu'à 4 milliards, comme on l'a vu, elle était plus de 4 fois supérieure à la production actuelle. On sait que cette chaleur a été évacuée. Si cette chaleur n'avait pas été évacuée, elle se serait accumulée et la Terre, le manteau aurait fondu. Or, le manteau n'a pas fondu. Donc, cette chaleur a été évacuée. Ça, on en est sûr qu'elle a été évacuée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait plus de chaleur à évacuer qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, comment la chaleur est évacuée? Si vous regardez une carte des flux de chaleur à la surface de la Terre, vous voyez que les flux de chaleur importants, c'est au niveau des rides médio-océaniques. Et en fait, aujourd'hui, ce sont les rides médio-océaniques qui évacuent l'essentiel de la chaleur interne de la planète. Donc, on a un système efficace. Donc, les rides médio-océaniques, c'est les branches ascendantes des cellules de convection. Et on a un système efficace pour évacuer la chaleur interne, ce sont les rides. Donc voilà ici un profil thermique autour d'une ride avec les flux de chaleur et la distance à la ride. Et cette chaleur, elle est évacuée par le volcanisme, sur les roches volcaniques qui arrivent en surface, mais quelque chose qu'on oublie aussi souvent, qui est lié au volcanisme, c'est l'hydrothermalisme. C'est-à-dire l'eau de mer qui descend au niveau des fractures, au niveau des rides, qui se réchauffe à l'approche du magma et qui crée une circulation. Et une partie de la chaleur est évacuée par l'hydrothermalisme. C'est-à-dire, comme vous le voyez là, des fumeurs noirs ou des fumeurs blancs. Donc voilà comment est évacuée aujourd'hui la chaleur interne. Donc si on prend 4 milliards d'années, eh bien, il y avait 4 fois plus de chaleur à évacuer. On sait, comme je le disais tout à l'heure, que cette chaleur a été évacuée. Sinon, la Terre aurait fondu. Et donc, ça veut dire que le système d'évacuation devait être plus efficace qu'aujourd'hui. C'est-à-dire soit une convection plus rapide, soit une longueur de ride plus importante, pour évacuer plus de chaleur. Alors, ce que l'on sait, c'est que si on prend la quantité de chaleur, le flux de chaleur à évacuer, la quantité de chaleur à évacuer, les fonctions de tout un tas de trucs, la surface de la planète, qu'on va considérer comme constante, et de la racine cubique de la longueur de ride.
C'est-à-dire que si vous avez par exemple 4 fois plus de chaleur à évacuer, eh bien il va falloir, si on prend des rides analogues aux rides actuelles, il va falloir avoir donc 4 fois plus, 4 au cube, ça fait 64, non? 64 fois plus de longueur de ride. Donc si vous voulez évacuer 4 fois plus de chaleur, il va falloir multiplier par 64 la longueur des rides à la surface de la Terre. Alors ça a des conséquences. Voilà aujourd'hui à quoi ressemble la Terre avec des plaques dont la dimension critique est de quelques milliers de kilomètres. Si maintenant on considère, ce qui est une hypothèse tout à fait raisonnable, que le volume de la Terre n'a pas augmenté, eh bien si vous augmentez la longueur de ride par surface, si la surface n'a pas augmenté, si vous augmentez la longueur de ride sur la surface, eh bien vous allez faire des plaques qui sont beaucoup plus petites. Et on pense effectivement qu'à l'Archéen, la taille des plaques était de quelques centaines de kilomètres et non pas de quelques milliers de kilomètres comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des grandes plaques comme aujourd'hui, eh bien on avait une Terre faite d'une multitude de petites plaques. Ce qui n'empêche pas que la convection pouvait être plus efficace et qu'elle pouvait se déplacer un peu plus vite. Mais globalement, on avait des plaques qui étaient beaucoup plus petites. Alors je vous propose d'aller faire un petit tour dans un endroit pour essayer de tester cette hypothèse, un endroit sympa. Enfin, en fait, j'ai piqué la photo sur Internet, donc je fais le malin, là, je fais le mariole, mais c'est le bassin nord-fidjien. Donc le bassin nord-fidjien, c'est quoi? C'est un endroit qui est à la limite entre la plaque pacifique et la plaque australienne, ici. Vous avez la Nouvelle-Calédonie, les Fidji, le Vanuatu, ici. Et si on regarde ce bassin nord-fidjien, eh bien, on a une anomalie thermique qui est extrêmement importante sur une... alors je ne parle pas d'une anomalie ponctuelle, hein, sur une grande surface, on a une anomalie thermique qui est importante. Et dit autrement, c'est l'endroit de la planète où aujourd'hui la planète évacue le plus de chaleur. C'est-à-dire il y a un point, là, sur une grande surface, ce n'est pas un petit point chaud d'un volcan ou un truc comme ça, c'est sur une grande surface, et sur cette grande surface, la Terre évacue beaucoup de chaleur. Eh bien, comment elle évacue cette chaleur? Elle évacue de la manière suivante, en ayant une longueur de ride absolument anormale. La longueur de ride par unité de surface, c'est 20 fois la longueur de ride dans le reste du Pacifique. Et ces grandes longueurs de ride fabriquent des microplaques. On a plein de microplaques ici, dans ce bassin nord-fidjien. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une corrélation entre la quantité de chaleur que la Terre a à évacuer, ou évacue si vous voulez, et le moyen de le faire, c'est-à-dire avec une grande longueur de ride et des microplaques. Donc ça veut dire que l'idée que l'on avait de cette Terre archéenne avec des plaques petites parce qu'il y avait plus de chaleur à évacuer, elle n'est pas tout à fait stupide, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, quand la Terre a beaucoup de chaleur à évacuer, elle le fait de la même façon, en augmentant la longueur de ride et en diminuant la taille des plaques. Autre chose qui est sympa, c'est que si on augmente la longueur de ride, on a vu qu'au niveau des rides, on évacue la chaleur par magmatisme et par hydrothermalisme. C'est-à-dire qu'on va augmenter l'hydrothermalisme, on va augmenter les fumeurs noirs, les fumeurs blancs. Ça veut dire donc qu'à l'Archéen, on doit s'attendre à trouver beaucoup de traces de fumeurs noirs ou de fumeurs blancs. Or, je vous ai fait remarquer tout à l'heure quand je vous ai montré mes photos de vacances qu'il y avait énormément de chertes à l'Archéen. Et ces chertes, c'est les résultats des fumeurs blancs ou des fumeurs noirs. Donc c'est tout à fait cohérent, la grande abondance de chertes à l'Archéen est tout à fait cohérente avec des systèmes de rides beaucoup plus importants, ou beaucoup plus de longueur de rides qu'actuellement. Ben voilà, oui, je voulais vous remontrer cette photo que j'avais montrée tout à l'heure avec ces chertes que l'on voit partout. Tous les petits reliefs, là, sont des chertes, toutes des roches marron. Ce qui est aussi probable, c'est que la Terre étant plus chaude, si on prend une subduction, vous avez vu, par exemple, au niveau des Mariannes, on a des angles de subduction actuellement qui sont très forts parce qu'on a une croûte très froide. Si on a une subduction avec des plaques petites, on va avoir une subduction de plaques chaudes. Bon, ça va avec la genèse des TTG, mais ces plaques chaudes vont être, ne vont pas être avec une densité extrêmement forte et vont avoir un peu de mal à couler. Et on va donc favoriser les subductions plates ou les angles de subduction très faibles. Parce que la flottabilité de ces matériaux de faible densité fait qu'on va avoir une subduction qui sera plutôt une subduction plate ou avec un faible angle. Donc voilà, tectonique des plaques à l'Archéen, ce qu'on peut en penser, donc des plaques plus petites, éventuellement plus rapides, subduction plus plate. On a vu que évidemment c'est la plaque subductée qui fondait, alors qu'aujourd'hui c'est le coin de manteau qui fonde. Hydrothermalisme important. Alors tout ce dont je viens de vous parler là, c'est en gros la formation de la croûte continentale, c'est-à-dire l'extraction de croûte continentale à partir du manteau. Maintenant, si on regarde le magmatisme à la surface de la Terre, depuis sa formation, on peut considérer deux grands types de magmatisme. Il y a le magmatisme juvénile, c'est celui dont je viens de vous parler,
C'est-à-dire qu'il va considérer à transférer des éléments chimiques du manteau vers la croûte, que ce soit direct par fusion directe du manteau ou que ce soit indirect par fusion pour former un basalte puis fusion du basalte. Et donc, lorsqu'on transfère du matériel du manteau vers la croûte continentale, on augmente le volume de la croûte continentale. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans les zones de subduction, et c'est un magmatisme qu'on appelle M pour mantélique. À ça, on oppose le recyclage. Le recyclage, c'est quoi? Vous prenez un morceau de croûte continentale, et puis, je sais pas, vous avez appris en quatrième, on prend du granit, on va l'altérer, ça va donner des sédiments qui vont aller dans la mer, ces sédiments, ils vont subir un métamorphisme, ils vont fondre, et ils vont à nouveau donner un granit. Ou bien le granit va fondre directement pour donner un autre granit. Ça, c'est du recyclage, c'est-à-dire qu'on prend un matériel de la croûte, on le transforme un petit peu, mais on refabrique de la croûte. C'est-à-dire qu'on n'a rien pris dans le manteau, on a simplement recyclé, remodifié les matériaux, remélangé les matériaux. Donc il n'y a aucun changement de volume de la croûte continentale. Et donc c'est un magmatisme C, qu'on appelle de collision ou de croûte. Donc voilà, il y a ces deux types de magmatisme. Vous imaginez bien aussi que pour recycler quelque chose, il faut déjà l'avoir fabriqué. Donc le juvénile nécessairement précède le recyclage. Alors j'ai pris un exemple ici, qui est un exemple dans le bouclier baltique, mais j'aurais pu prendre l'exemple de la chaîne hercynienne, ça marche pareil. Ici les isotopes du strontium, rapport isotopique initial, le temps, et puis ici un rapport potassium-sodium et les valeurs du manteau. Bien, quand on regarde cette histoire du bouclier baltique, eh bien, on s'aperçoit que les premiers matériaux ont des compositions mantéliques, les premiers matériaux à se former, et qu'au cours du temps, on va former des matériaux qui s'éloignent de plus en plus des valeurs mantéliques. C'est ce qu'on appelle le recyclage. Et donc, on a là l'évolution d'un segment, mais c'est classique, je vous dis, vous prenez la chaîne hercynienne, vous avez strictement la même évolution, c'est-à-dire qu'on part de matériaux juvéniles, et une fois qu'ils sont formés et suffisamment stabilisés, eh bien, on va pouvoir les recycler. Alors ça amène à quoi? Ça amène à ceci. Donc voilà le pourcentage estimé du mécanisme en fonction du temps. Les mécanismes juvéniles, évidemment au début, ils étaient les seuls, puisqu'il faut d'abord fabriquer de la croûte avant de la recycler. Donc on avait les mécanismes juvéniles qui étaient les seuls importants. Et puis on a vu que la Terre se refroidissant, la Terre interne se refroidissant, les mécanismes juvéniles sont devenus de moins en moins importants. En revanche, les phénomènes de recyclage, au bout d'un certain temps, de quelques centaines de millions d'années, le recyclage est apparu et les phénomènes de recyclage prennent de plus en plus d'importance au cours du temps. Donc ça, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les TDG, etc., c'est cette histoire juvénile, mais il faut voir qu'en parallèle, eh bien, on a une évolution qui est une évolution par recyclage. Et que les deux courbes se croisent, c'est-à-dire le juvénile devient de moins en moins important, et les volumes de croûte devenant, eux, de plus en plus importants, le recyclage prend le dessus. Donc jusqu'à présent, j'ai essayé de vous parler de l'énergie interne. Je voulais juste dire quelques mots sur l'énergie externe, sur donc les enveloppes externes. Et en particulier, bon, ben là, on va commencer par parler un peu de l'océan, des océans archéens. Bon, là, j'enfonce un peu une porte ouverte, c'est-à-dire, on a des évidences qu'à l'Archéen, il y avait de l'eau, on trouve des sédiments, on trouve des pilo-lava, etc. Mais on verra mercredi que dès 4,4 milliards d'années, il y avait des océans. Donc, c'est pas un scoop que de dire qu'à l'Archéen, il y avait de l'eau. En revanche, la question qu'on peut se poser, c'est comment étaient ces océans? Alors, il y a des travaux qui ont été faits par des équipes de Paris et Nancy à l'époque, où on a essayé de retrouver la température de l'eau en fonction du temps. Donc vous avez 4 milliards d'années ici, aujourd'hui ici. Et donc il y a une étude qui a été basée sur les isotopes de l'oxygène et qui tend à montrer que... Alors ça a été basé sur des chertes. C'est-à-dire les gens ont pris des chertes, donc de la silice. La cherte, en gros, c'est SiO2. Et ils ont regardé les isotopes de l'oxygène. Les isotopes de l'oxygène tendent à montrer qu'à l'Archéen, au début de l'Archéen, la température des océans était autour de 70 degrés. Ils ont fait, sur les mêmes échantillons, les isotopes du silicium. Alors vous allez me dire, c'est sur les mêmes échantillons. Et donc, on a des courbes qui sont, bon, à part quelques détails, ici on a des courbes qui sont relativement cohérentes. Donc la conclusion, c'est que de ça, c'est que la température des océans archéens devait être très élevée, autour de 60-70 degrés, alors qu'aujourd'hui, ben voilà, on est autour de 10 et quelques degrés. Alors, déjà, il y avait un certain nombre de questions qui se posaient.
à partir de ça, c'est qu'il s'agissait de chertes, c'est-à-dire de fumeurs noirs ou de fumeurs blancs, des choses comme ça. Et donc, est-ce que la température qui était mesurée, c'était la température de l'océan en général ou la température autour du système hydrothermal? Et donc, est-ce que ces températures élevées reflétaient vraiment la température moyenne de l'océan ou la température du système hydrothermal? Donc, il y avait beaucoup de doutes là-dessus. Et la même équipe, les mêmes personnes, plus une doctorante, ont repris ces travaux il y a 2 ans, ça a été publié il y a 2 ans, je crois, 2013 ou 2014. Et cette fois-là, en regardant la forme de la silice, etc., et en essayant de choisir des échantillons dans lesquels il n'y avait pas eu de diagénèse trop forte, c'est-à-dire où les roches n'avaient pas été trop chauffées après leur formation. Et la conclusion, tirée à partir des échantillons qu'ils ont sélectionnés, c'est en éliminant les échantillons qui avaient subi une diagénèse forte, et qu'il faut diminuer ces températures d'à peu près 30 degrés. C'est-à-dire que les derniers résultats avec les mêmes auteurs, mais en reprenant ça de façon plus minutieuse, on aboutit à des températures de 30-40 degrés pour l'océan au début de l'Archéen. On n'est pas à ces températures extrêmement élevées. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui bouge encore, puisque je vous dis, c'est des résultats de 2013-2014, c'est pas très vieux. Une autre question qu'on peut se poser, c'est la composition. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la composition de ces océans? Alors, il y a des choses marrantes qui se passent lorsque vous avez des minéraux. Donc ici, c'est la photo d'un énorme minéral. Lorsque vous avez un minéral qui pousse, souvent ces minéraux possèdent des défauts cristallins, des espèces de petits trous, des lacunes, et ces lacunes vont pouvoir piéger du liquide. C'est-à-dire là, c'est un minéral qui a poussé dans de l'eau, et vous avez ici une lacune de cristallisation qui a piégé du fluide. Et par exemple, voilà ici une de ce qu'on appelle les inclusions fluides. Et bien dans ces inclusions fluides, vous allez pouvoir trouver de l'eau et du sel, un cristal de sel et de la vapeur. Donc, c'est tout petit, je ne sais pas s'il y a l'échelle, c'est voilà, vous avez 50 microns, mais on va pouvoir espérer, en analysant cette eau, en se disant, voilà, la roche a été bien préservée, vous avez tout un tas d'hypothèses à faire, la roche était bien préservée depuis l'Archéen, et bien la petite goutte d'eau qui a été piégée là, c'est l'eau de l'océan Archéen. Lorsqu'on fait ce genre de choses, on aboutit à, voilà ici, un diagramme qui reporte une concentration normée à la concentration de l'eau de mer actuelle. Donc l'eau de mer actuelle, elle est en vert ici. Et puis un certain nombre d'ions. Et on s'aperçoit que pour un certain nombre d'ions, comme le chlore, le brome, le sodium, le potassium, le magnésium, les teneurs sont, compte tenu des erreurs, sont tout à fait dans la même gamme que celle de l'océan actuel. Donc c'est-à-dire que la composition de l'océan, pour ces ions, est à peu près la même. Il y a un certain nombre de choses qui varient. Par exemple ici, les sulfates, l'ion sulfate. Le SO4 est beaucoup plus bas. Alors pour ça, on a une explication qui est une explication assez simple, qui est qu'aujourd'hui, les sulfates qu'il y a dans l'eau de mer proviennent de la désintégration, enfin désintégration, pas désintégration, de l'altération des pyrites, donc des sulfures de fer, par l'eau et l'oxygène de l'air. Et donc, cette altération libère des sulfates au pH des océans qui étaient supérieurs à l'Archéen, à ce qu'il est aujourd'hui, et donc on précipitait moins de carbonate. Si on précipitait moins de carbonate, les teneurs en carbonate de calcium et de strontium, enfin donc en calcium et en strontium, étaient plus élevées dans l'océan. Donc globalement, à part ces éléments-là, voilà, il y a un certain nombre d'ions qui étaient à peu près comme maintenant. Donc les teneurs étaient à peu près les mêmes que maintenant. L'autre chose que je trouve assez jolie aussi, c'est cette figure qui provient de sédiments de Barberton. Je vous ai montré tout à l'heure, au début, vous avez peut-être vu des grès avec des stratifications entrecroisées à 3,1 milliards d'années, particulièrement bien conservées. Alors moi je ne connais rien en sédimentologie, mais les gens qui ont travaillé là-dessus ont mis en évidence des figures de courant, des lamines liées au courant, et liées aussi à des phénomènes de marée. Et ils ont pu mettre en évidence des cycles de marée dans ces sédiments. Donc c'est-à-dire que la conservation était particulièrement exceptionnelle pour pouvoir mettre en évidence les cycles de marée. Et donc, la surprise, ça a été de voir que les cycles de marée n'étaient pas de, c'est quoi actuellement le cycle de la Lune, 28 jours, quelque chose comme ça, étaient de 20 à 21 jours à cette époque-là. Et lié au fait donc que la Lune était beaucoup plus près de la Terre.
Et donc, si la Lune était beaucoup plus près, les effets de marée devaient être beaucoup plus importants et les marées devaient être plus importantes qu'elles le sont actuellement. Donc ça, ces sédiments-là de Warburton nous montrent quelque chose qui est quand même assez intéressant, à savoir que les cycles de marée n'étaient pas les mêmes que maintenant et que tout ça, c'est lié au fait que la Lune était beaucoup plus près de la Terre à cette époque-là. Alors je vais terminer maintenant en essayant, alors je sors un peu de mon domaine de compétences, mais en essayant de parler un peu de l'atmosphère. Et en parlant d'abord du ce qu'on appelle le paradoxe du soleil froid, c'est-à-dire que le soleil était plus froid à l'Archéen qu'il n'est aujourd'hui. Voilà ici la courbe de luminosité solaire. Vous voyez qu'elle était en gros, c'est quoi, c'est un tiers plus froid qu'actuellement. Si on prend maintenant la température à la surface de la Terre avec ce soleil, eh bien on s'aperçoit que sans atmosphère dont je ne parle pas, mais avec une atmosphère analogue à l'atmosphère actuelle, voilà ici la courbe, on aurait dû avoir, jusqu'à 2 milliards à peu près, on aurait dû avoir une Terre complètement gelée. Vous voyez qu'on est tout le temps en dessous, même avec une atmosphère comme l'atmosphère actuelle, on aurait dû avoir une température en dessous de 0 degré. Or, on ne trouve pas dans les terrains archéens de diamictites, c'est-à-dire des roches qu'on a dû appeler autrefois des thylites ou des choses comme ça, qui montrent qui sont des blocs, vous voyez, je crois que j'en ai une autre ici, où on a des blocs non classés avec des formations anguleuses, etc., qui sont liés à des phénomènes de glaciation. On ne trouve pas dans les terrains archéens de galets striés qui ont pu être striés par les glaciers. Et donc, de toute évidence, il n'y a pas eu de grande glaciation à l'Archéen. Et donc, théoriquement, avec un soleil froid, la Terre devrait être globalement gelée, et on n'a aucune manifestation de glaciation. Ça veut dire que la température était au-dessus de 0 degré, et que donc il y avait un effet de serre important. Beaucoup plus important que l'effet de serre actuel. Et donc l'idée, c'est un peu la suivante. Si on met ici la pression partielle de gaz, donc c'est un modèle qui a été proposé il y a longtemps par ces castings, je crois. On a ici une teneur, on prend une teneur constante en diazote. Eh bien, l'idée, c'est qu'on avait à l'Archéen et à l'AD1 des teneurs très fortes en CO2, probablement des choses un petit peu comme sur Vénus actuellement, avec un effet de serre gigantesque, et que petit à petit, ce CO2 a été, comme il est très réactif, a été retiré de l'atmosphère via, par exemple, des réactions avec la croûte continentale, avec les silicates de la croûte continentale, qui sont des pièges à CO2. Alors, il y a toujours moi j'ai toujours un problème avec ça, c'est qu'on connaît peu de carbonate archéen. Donc on dit toujours, ouais, on a retiré beaucoup de CO2, on a fait beaucoup de carbonate, on connaît assez peu de carbonate à l'Archéen, donc ça c'est un problème, et je n'ai pas de solution à vous proposer. Donc voilà, une idée, c'est que l'altération des continents, il faut que les continents soient émergés, à ce moment-là, va fixer le CO2, et on va arriver donc à ce schéma que je vous montrais ici, avec diminution des teneurs en CO2. Il y a aussi une proposition qui a participé à l'effet de serre qui a eu du CH4. Alors là, on n'en a pas on n'a pas d'évidence. Quoi qu'il en soit, ça reste dans des teneurs très faibles. Par contre, ce qui est important, c'est l'apparition du dioxygène qui va envahir en quelque sorte l'atmosphère, et avec un événement qui est appelé le grand événement d'oxydation, ou Great Oxidation Event, où on voit la teneur en dioxygène qui augmente très rapidement dans l'atmosphère. Alors ça pose un certain nombre de questions. Globalement, on pense que le dioxygène est apparu grâce aux réactions de photosynthèse, peut-être par des cyanobactéries, donc sous l'effet de la lumière. Et le problème, c'est que cet événement d'oxydation généralisée apparaît entre 2,2 et 2 milliards d'années. Or, les cyanobactéries, il y en a probablement en 3,4 milliards d'années et sûrement en 2,7 milliards d'années. C'est-à-dire que normalement, on devrait voir la teneur en oxygène atmosphérique apparaître bien avant, sur le schéma précédent. Je vais y arriver, voilà. On voit apparaître des teneurs significatives entre 2,4 et 2,2 milliards d'années. Et donc, des cyanobactéries, il y en a probablement depuis cette période-là. Donc on aurait dû voir l'apparition de l'oxygène atmosphérique beaucoup plus tôt. Donc il y a un phénomène qu'on appelle le retard à l'oxygénation de l'atmosphère.
Alors, c'est vrai qu'il faut que je finisse vite. Donc voilà les formations ferrifères rubanées. Et quel est l'intérêt des formations ferrifères rubanées? C'est qu'elles contiennent du fer et que le fer, sous sa forme 2, est mobile, sous sa forme 3 est immobile, il précipite, il est insoluble. Et que donc, actuellement, aujourd'hui, en présence d'oxygène atmosphérique, eh bien, lors de l'altération des roches, le fer est oxydé sous sa forme 3 et il ne peut pas être entraîné par les rivières, il ne peut pas être dissous et entraîné par les rivières vers l'océan. Et en fait, il forme des latérites et ça vous donne tous ces paysages, voilà, ces latérites ici au Brésil ou ici dans le centre rouge de l'Australie où le fer reste sur place sous sa forme rouge. Et donc, qu'est-ce que nous indique le fait que l'on ait des bifs? Elle nous indique qu'on avait du fer qui était capable d'être transporté par les rivières et d'aller vers l'océan, et pour ensuite se déposer. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Tant qu'il y avait des bifs, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Et donc, l'idée que l'on a, qu'on se fait de l'océan et de l'atmosphère à cette époque-là, c'est que, à l'Archéen, en gros, l'océan et l'atmosphère étaient réducteurs, donc le fer transitait très bien vers l'océan et était piégé, par exemple par des stromatolites ou des choses comme ça, dans des oasis oxydants. Après, au Protérozoïque, on a une atmosphère toujours réductrice. La partie supérieure de l'océan, due au développement des êtres vivants, devient oxydant, mais le reste de l'océan reste réducteur. Pour arriver à une situation intermédiaire ici et à la situation actuelle où l'atmosphère et l'océan sont oxydants et où on a simplement des oasis réducteurs autour des fumeurs noirs ou des fumeurs blancs. Comment on voit arriver l'oxygène dans l'atmosphère? Comment on voit ça? Et on le voit en regardant les bifs, comme on vient de le voir, mais on peut regarder d'autres éléments, les oxydes d'uranium, donc qui marchent un petit peu à l'envers. Celui qui est soluble, c'est la forme oxydée. Et à l'Archéen, on trouve des dépôts d'uraninite qui montrent que l'uranium n'était pas oxydé, qui est sur la forme UO2. Et après l'Archéen, après 2,2 milliards d'années, ça disparaît parce qu'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère et l'uranium devient, sous sa forme oxydée, devient soluble. Autre chose qui est amusante, c'est les isotopes du soufre, ici. Globalement, les isotopes du soufre, 33-34, suivent une loi de dépendance de masse qui est figurée ici. Donc c'est normé à cette loi de dépendance de masse, ici. Et seulement, la seule chose que l'on sait, c'est que on peut avoir un fractionnement isotopique indépendant de la masse si on a une photolyse du dioxyde de soufre, je vais y arriver, ici, par les UV. Or, le soufre, il est émis essentiellement par les volcans, donc ça peut remonter haut, mais pas très très haut dans l'atmosphère ou la stratosphère. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2,2 milliards d'années, on a effectivement un fractionnement qui est dépendant de la masse. Mais il apparaît clairement qu'avant 2,2 milliards d'années, le fractionnement n'était plus dépendant de la masse, il était totalement indépendant de la masse. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les UV pouvaient atteindre la surface de la Terre assez facilement avant 2,2 milliards d'années. Et l'idée, c'est que qu'est-ce qui retient les UV actuellement? C'est l'ozone. Et l'ozone se forme à partir de dioxygène. Et donc l'idée, c'est qu'avant 2,2 milliards d'années, il n'y avait pas de dioxygène dans l'atmosphère, donc pas de couche d'ozone. Donc les UV atteignaient la surface et on avait un fractionnement qui était indépendant de la masse. Et qu'à partir du moment où il y a eu de l'oxygène dans l'atmosphère, on a eu une protection contre les UV et le fractionnement s'est fait dépendant de la masse.